Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici au siège de la Banque Postale pour cette soirée conférence avec Innate Pharma. Alors moi, je suis Jean-Baptiste Barbier, je m'occupe du développement commercial d'EasyBourse. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. Alors, pour ceux qui connaissent mal EasyBourse, c'est la filiale spécialisée de la Banque Postale pour gérer son compte, son PEA, son compte titre en bourse. Et comme on est filiale de la Banque Postale, on a tenu à vous accueillir ici, dans ce bel endroit. Alors, EasyBourse, quelques mots. Pourquoi effectivement une conférence avec Innate Pharma? Eh bien, nous, comme on est très désireux de mettre en scène la vie de l'actionnaire, de créer des échanges avec les sociétés cotées, eh bien, on est désireux aussi de pouvoir vous présenter des sociétés qu'on trouve intéressantes, porteuses d'avenir, porteuses de sens, et d'où la conférence ce soir avec Innate Pharma. Avec l'objectif, c'est de bien comprendre l'activité d'Innate Pharma, son activité, son actualité, et d'échanger avec ses dirigeants. Alors, nous sommes avec Monder Mahjoubi. Bonsoir, Monder. Bonsoir. Vous êtes CEO, et en bon français, Chief Executive Officer, président du directoire. Et nous sommes aussi avec Éric Vivier. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Voilà, directeur scientifique. Et on aura aussi la chance d'avoir Yanis Morel en duplex. On le verra apparaître à l'écran. Et puis aussi Frédéric Lombard, qui est aussi dans la salle. Bonsoir Frédéric. Voilà. Alors, comment va se dérouler cette soirée? Une première partie où les dirigeants d'Innate Pharma vont donc présenter leur activité, vous rappeler qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et puis aussi donner un peu tous leurs projets. Et deuxième partie, là, ce sera une phase de questions-réponses, où là, le micro ira dans la salle et vous pourrez donc poser vos questions aux dirigeants de Innate Pharma. Troisième moment, ce sera un moment de convivialité, d'échange sympathique autour d'un cocktail. Donc on aura juste à monter l'escalier pour aller à l'hôtel Choiseul de Pralin, c'est un bel endroit. Et là, on pourra continuer à échanger avec les dirigeants de Innate et aussi, pourquoi pas aussi échanger sur EasyBourse. Voilà, donc on va commencer directement en donnant la main à Monder pour présenter donc Innate Pharma. Merci Jean-Baptiste. Donc, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est un plaisir pour moi et pour mes collaborateurs de vous rencontrer. Ça fait, je pense que le dernier salon de l'actionnariat où on a été, c'était juste avant le Covid. Depuis, on n'a pas eu d'autre occasion que l'Assemblée générale de pouvoir vous parler directement. On a choisi avec Eric, Frédéric et Yanis et l'équipe Relations Investisseurs de focaliser cette présentation sur notre pipeline, sur les avancées à la fois du pipeline préclinique, encore en développement précoce, mais aussi sur ce qui a avancé. Et elle peut paraître un peu technique, et c'est l'objectif, mais on va essayer d'être vraiment très clair et simple. Et surtout, n'hésitez pas ensuite à poser des questions pour pouvoir être sûr qu'on a bien passé les messages. Alors, vous êtes familier avec Innate Pharma. C'est une entreprise qui a 23 ans d'âge maintenant, qui a été créée sur le campus de Lumini, bénéficiant à la fois des recherches académiques, mais aussi de la connexion qui a été développée depuis le début avec le centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Ceci nous a permis de vraiment développer très tôt une excellence scientifique qui s'est traduite par un portefeuille produit relativement riche et diversifié. On est focalisé sur l'immunothérapie, on est focalisé sur l'immunothérapie du cancer, et on est vraiment spécifique dans le sens où on choisit un angle d'attaque du cancer qui n'est pas le plus fréquent, c'est celui de l'immunité innée. C'est la première ligne de défense, et les fameuses cellules NK, ou les cellules tueuses, c'est ce qui caractérise Innate Pharma. Alors pendant des années, on a été peut-être les seuls à prêcher dans le désert, parce que tout le monde est allé sur les voies plus classiques. Depuis 4 ou 5 ans, on constate que ce n'est plus le cas, et qu'il y a un enthousiasme et un intérêt grandissant pour l'immunité innée, avec de plus en plus de laboratoires, de biotech qui s'investissent dans ce domaine, et on vous en parlera tout à l'heure avec Eric, et on aura l'occasion certainement de répondre à vos questions. Mais je ne voulais pas commencer cette présentation sans peut-être
être un peu plus didactique en vous présentant la une d'un article scientifique qui a été publié dans une revue de référence, hein, qui a probablement le mieux illustré ce que font les cellules de l'immunité innée, et en particulier les cellules NK. Alors, ici, vous avez un scanner d'un patient qui a une forme de cancer du sang qu'on appelle un lymphome non-hodgkinien. Et c'est des malades qui sont en bout de traitement, donc qui deviennent résistants et réfractaires à tous les traitements standards classiques. Et ils ont été rentrés dans un essai thérapeutique. Cet essai a été fait aux États-Unis, au MD Anderson, c'est le premier centre anticancéreux au monde, il est à Houston. Et il a consisté à traiter ces malades avec des cellules NK qui ont été génétiquement modifiées pour reconnaître un marqueur tumoral spécifique qui est exprimé par les cellules malignes de ce cancer du sang. Et il y a deux images là. Il y a une image avant traitement et une image après traitement. À gauche, c'est l'image avant traitement. Et c'est un scanner avec un produit de contraste. On injecte au patient un produit qui est un sucre marqué radioactivement, vous savez que les cellules cancéreuses sont très gourmandes, notamment en sucre, donc il est spécifiquement absorbé par les cellules cancéreuses, et ça permet en fait de suivre la trace de ces cellules. Et tous les points noirs que vous voyez, hein, ici au niveau du cou, au niveau de l'aisselle, au niveau du péritoine, mais même en bas au niveau des crues inguinales, c'est des cellules cancéreuses de lymphome. On les traite avec des cellules NK modifiées génétiquement pour reconnaître ces cellules, et on fait après le même scanner avec le même produit de contraste. Et il y a quasiment un nettoyage total, uniquement avec des cellules NK. Et ça, c'est la preuve que manipuler les cellules NK, les cellules de l'immunité immunitaire, a un puissant effet antitumoral. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de compagnies et de plus en plus de pharma s'intéressent justement à cette approche thérapeutique. Et on n'est plus le seul, il y a une compétition, on est ravis d'avoir une compétition. On aura l'occasion de revenir justement sur qui sont nos compétiteurs directs. Mais laissez-moi d'abord, avant de passer la parole à Eric pour parler de la science et parler justement de cette approche, montrer comment on a réussi chez Innate Pharma au cours des dernières années à transformer justement cette innovation scientifique et cette excellence scientifique en un portefeuille produit digne d'un grand laboratoire. Parce que quand on voit ce type de slide et qu'on voit la richesse du portefeuille et sa diversité, avec à la fois des produits en propriétaire, comme l'acutamab, qu'on est en train d'amener sur le marché dans une indication certes niche, mais qui est une indication princeps pour le produit, pour établir son mécanisme d'action et donc pour pouvoir le commercialiser, mais aussi des produits qui sont en partenariat, notamment monalizumab qui est en partenariat avec AstraZeneca et qui est en phase 3. C'est la dernière je dirais, étape avant l'enregistrement et en particulier un développement qui se fait dans le cancer le plus fréquent, c'est-à-dire le cancer du poumon, localement avancé. Je reviendrai plus tard. Mais ce que je voulais par cette diapositive, c'est insister sur l'évolution de ce portefeuille au cours des 5 dernières années. Quand je suis arrivé chez Innate Pharma, il y avait un produit qui venait d'échouer, c'est l'erilumab. Et on n'avait rien d'autre en fait. L'acutamab, il rentrait en phase 1, il y avait quelques malades qui étaient testés, et monalizumab était en fin de phase 1, début de phase 2. Et le reste du portefeuille, c'était même pas des candidats médicaments, c'était des cibles potentielles sur lesquelles on travaillait. Et pouvoir transformer justement ce portefeuille en ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des médicaments qui sont en phase 3, qui sont en phase 2, qui sont en phase 1, mais aussi toute une série de médicaments qui sont en préclinique, prêts ou en train d'être préparés pour passer en phase 1, c'est ça ce qu'on a créé comme valeur pour ce produit. Elle est essentielle parce que je sais que tout ne passera pas, parce que vous savez, le développement de médicaments, ce n'est pas l'échec et la règle, ce n'est pas le succès. Parce que c'est une longue traversée, parfois du désert, pour pouvoir passer toutes les étapes et arriver finalement à obtenir un enregistrement. Mais je sais par aussi expérience que lorsqu'on arrive à ce stade, la probabilité de succès commence à être plus sérieuse, plus importante, et donc plus d'espoir pour pouvoir arriver à finalement réaliser notre raison d'être. Parce que notre raison d'être, c'est de découvrir, développer et amener des médicaments innovants
pour traiter des malades et transformer la science en bénéfice clinique. C'est ça la raison d'être d'Innate Pharma. Et si, avec le portefeuille qu'on a aujourd'hui, je vous dis on est confiant, c'est parce qu'on a des données cliniques, pas seulement des données précliniques chez la souris, mais des données cliniques qui nous permettent d'être confiants, et on aura l'occasion de revenir dessus. Mais peut-être, avant de parler des avancées cliniques, et parler en particulier des timelines, je voudrais inviter Eric, dans un moment, à vous présenter de manière un petit peu plus détaillée les mécanismes d'action et les raisons pour lesquelles on croit dans ces différents produits et comment on se différencie. Mais laissez-moi d'abord vous rappeler notre stratégie et en particulier le focus qu'on a opéré au cours des 2 années qui précèdent. Notre stratégie repose sur 3 piliers. Le pilier numéro 1, c'est l'acutamab. L'acutamab, c'est un produit propriétaire. On l'a découvert chez nous, on l'a développé en propriétaire. Et c'est un produit, lorsque je suis arrivé, je me rappelle, j'avais vu les premières données des premiers patients et j'avais tout de suite insisté sur le fait qu'on a peut-être entre les mains un médicament. Alors le trajet ou le voyage a été lent, compliqué, avec plusieurs épisodes, notamment en termes de production et de manufacturing. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment à une étape essentielle qui est l'approval ou l'autorisation de mise sur le marché. Et on voudrait justement être sûr que non seulement on puisse réaliser cet objectif-là, mais surtout maximiser le potentiel de l'acutamab en le développant dans les autres indications qui ont bien entendu une fréquence et une épidémiologie beaucoup plus importantes. Pendant qu'on fait ça, il est essentiel qu'on continue à alimenter le pipeline et à amener de nouvelles molécules et donc à continuer l'innovation scientifique. Et on a choisi de le faire sur un angle en particulier, qui est celui des anticorps thérapeutiques qui engagent les cellules NK. Eric vous l'expliquera tout à l'heure mieux que moi, mais je pense que mobiliser les cellules NK est une chose, mettre les cellules NK en présence des cellules cancéreuses est encore mieux et encore plus efficace, parce que l'objectif, c'est justement de détruire ces cellules cancéreuses. Et on a développé une plateforme technologique depuis 5 ans maintenant, et ça a commencé par un partenariat avec Sanofi, qui nous a permis de finalement arriver à sélectionner un premier candidat médicament qui a été mis en développement clinique, en étude de phase 1 en fin 2021. Il cible spécifiquement un antigène tumoral dans les leucémies aiguës myéloblastiques, mais on a continué avec Sanofi sur d'autres programmes. On a annoncé récemment la sélection d'une deuxième cible et donc d'un deuxième candidat médicament, et je suis fier et heureux de dire qu'aujourd'hui, cette plateforme nous permet de multiplier les partenariats avec d'autres partenaires, mais aussi à pouvoir garder pour nous des produits propriétaires qu'on puisse les avancer un peu plus en avant pour créer un peu plus de valeur quand même qu'un partenariat que vous faites très très tôt. Le partenariat, c'est une expérience, c'est une histoire chez Innate Pharma qui est juste fondamentale et qui fait partie de notre ADN. Ça ne date pas d'hier. Et c'est ce qui a commencé en 2003 avec Novo Nordisk, en 2011 avec BMS, en 2015 avec Astra, ensuite Sanofi, encore Astra. Et c'est quelque chose qui non seulement a été essentiel pour permettre le financement de l'entreprise. Nous avons ramassé 600 millions de dollars en business development de toutes ces collaborations, mais c'est aussi une validation de notre science. Avoir AstraZeneca ou Sanofi qui partenarise 1 ou 2 de nos molécules est un signe important sur à la fois l'excellence scientifique d'Innate Pharma, mais aussi le potentiel que ces molécules ont. Et enfin, j'allais dire, c'est l'évidence. On n'a pas les moyens d'une grande pharma, on n'a pas l'expérience d'une grande pharma, on n'a pas le réseau d'une grande pharma. Et si on veut vraiment aller vite et surtout pouvoir développer ces médicaments dans plusieurs indications, il est important de le faire avec un partenaire. Et c'est pour ça que le partenariat est juste essentiel dans notre cas. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir, non seulement avec Sanofi, des molécules qui sont en développement précoce, mais avec AstraZeneca, des molécules qui sont en phase 2 et en phase 3. Avant de les détailler un peu plus, je vais inviter Eric pour qu'il nous parle de la science et donc des raisons pour lesquelles on est enthousiaste avec notre portefeuille. Merci beaucoup, Monder. Bonsoir. Permettez-moi, avant de parler de science, de vous remercier pour votre présence, de vous remercier aussi pour
le fait que vous croyez dans Innate Pharma. Et pour reprendre les mots qui ont été les vôtres au départ et que Monder a repris, je pense que notre activité est noble. Je pense que nous avons effectivement trouvé un sens à notre activité à travers notre essai, même s'il est compliqué, même s'il est difficile. Notre essai de transformer les résultats de la recherche en immunologie, la recherche en oncologie, en médicaments pour les patients qui en ont besoin. Et donc, c'est ça qui nous anime tous les jours. Monder l'a rappelé, et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'entendre ça, mais c'est malheureusement la réalité. Dans le sport qui est le nôtre, la transformation des résultats de la recherche en médicaments, la règle, c'est l'échec. Et c'est vrai pour tous les acteurs de ce domaine. Donc je voudrais juste rappeler quelques chiffres, si je peux en avoir l'occasion. C'est que, vous savez, quand on représente le développement pharmaceutique, c'est-à-dire le passage, encore une fois, de ces résultats de la recherche en médicaments approuvés, on représente ça généralement sous la forme d'un entonnoir. Ce qui n'est pas bon signe, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc les chiffres sont, alors on pourra les discuter, les chiffres, mais les ordres de grandeur sont ceux-là. C'est-à-dire qu'à partir de 100 molécules qui vont être pensées au stade préclinique, il y en a entre 1 et 10 qui va vraiment rentrer dans un essai de phase 1. C'est-à-dire qu'on a pu la produire, on a pu se rassurer sur le fait qu'elle pouvait avoir un effet sans être toxique, et on a pu avoir le dossier qui nous permet de l'injecter chez l'homme. Et ensuite, si on reprend maintenant alors, une centaine de molécules qui sont rentrées dans cette phase 1, il y en a une à la fin qui va être approuvée. Donc quand je vous dis que, et Monder l'a dit en premier, que la règle c'est l'échec, en fait c'est pas une blague, c'est la réalité. Et donc il faut être bien accroché, et pas que Innate Pharma on est les derniers de la classe, loin de là. Vous allez voir, les fondamentaux sont extrêmement solides, et d'ailleurs on n'est pas tout seul dans notre champ alors qu'on l'était au départ. Et on a des partenariats avec des grands de la pharma, ce qui prouve bien que ce qu'on dit peut convaincre. Mais malheureusement, le développement clinique est une expérience qui est longue et quelquefois douloureuse. Alors, après ces quelques mots, je vais essayer de vous parler de la science qui est la nôtre. Et je ne sais pas si l'autorisation m'en sera donnée, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse prendre les questions. Alors, je ne sais pas si c'est pendant ou après. Si c'est après, c'est après. Mais retenez-les, parce que l'idée, justement, c'est d'avoir un échange. Mon objectif étant que vous compreniez 100% des mots que je dis. Et pour l'avoir essayé avec d'autres, des fois, ça ne marche pas. Donc, je vais quand même essayer d'être clair. Donc d'abord, ce schéma qui nous est cher, puisque en fait, la revue Nature, que vous connaissez certainement, qui est la première revue transdisciplinaire de sciences, hein. Il n'y a pas que de la biologie et de la médecine dans Nature, il y a aussi des maths, il y a aussi des géosciences, il y a aussi tout ce qui concerne la science. Elle nous a demandé de reviewer l'ensemble du domaine, ce qui est quand même pas rien d'avoir cette reconnaissance. Et donc, notre domaine, c'est quoi? C'est d'essayer de manipuler l'immunité innée à des fins thérapeutiques. Alors, Monder l'a dit, mais je vais le redire parce que c'est fondamental qu'on soit d'accord sur ça. Le système immunitaire, je ne vais pas vous faire un cours, hein, mais quand même quelques bases, le système immunitaire peut être décrit avec 2 lignes de défense. On emploie généralement un vocabulaire un peu martial. Hein. Le système immunitaire, c'est pour combattre quelque chose. Un peu finaliste, mais on va garder cette ligne. Donc la première ligne de défense, c'est justement le système immunitaire inné. Le système immunitaire inné, c'est partout, tout le temps, et de manière extrêmement rapide. Nous sommes tous, j'entends quelqu'un qui tousse, donc lui en particulier, oui en particulier, moi aussi je tousse à un moment. Nous sommes tous en train de monter des réponses immunitaires contre l'environnement qui nous entoure. Parce que l'environnement qui nous entoure, qui vous paraît totalement, non hostile, l'est en fin de compte. Enfin, il pourrait l'être. D'ailleurs, vous voyez, il y a quelqu'un qui tousse. Bon. Et en fait, le système immunitaire, c'est l'ensemble des cellules qui sont partout dans l'organisme et qui peuvent repérer ces intrus, ces agressions. Alors, quand on parle de microbes, c'est évident, mais c'est aussi vrai pour les cellules tumorales. Et les cellules natural killers sont clés dans cette reconnaissance. Il y a donc des cellules qui reconnaissent les différences et qui peuvent répondre à ces différences en les éliminant. Les cellules natural killers sont au centre de ces cellules qui peuvent en tuer d'autres, en particulier des cellules tumorales. Mais elles ne font pas que ça, les cellules natural killers. Elles sont aussi capables
d'induire la deuxième ligne de défense. Vous voyez, donc il y a un double effet qui se coule. Le premier effet, c'est de reconnaître les cellules tumorales et de pouvoir les éliminer. Et le deuxième effet, c'est d'induire une réponse immunitaire de deuxième ligne, qui, elle, va induire des lymphocytes T, des lymphocytes B, pardon pour ces jargons, hein, mais bon, vous en avez peut-être entendu parler, les lymphocytes B en particulier en produisant des anticorps. Donc en fait, dans ce schéma, ce qu'on a voulu représenter sous la forme d'un cercle, c'est justement toutes les étapes, et je ne vais pas rentrer dans le détail, toutes les étapes auxquelles le système immunitaire inné est véritablement crucial pour que la réponse immunitaire globale puisse se mettre en place. D'accord? Avec ce double effet. Et ce qu'on a représenté aussi sur la gauche, maintenant, c'est les efforts d'Innate Pharma pour manipuler ce système. Système qu'on a commencé par décrire pour mieux le comprendre, pour mieux le manipuler. Et on le manipule selon 3 axes qui sont représentés ici, avec un focus sur les cellules natural killers. Le premier, c'est est-ce qu'on peut, grâce aux technologies que l'on maîtrise, et nous on maîtrise en particulier la technologie des anticorps monoclonaux, donc en gros les mêmes anticorps qu'on a tous dans le sang, mais que nous on peut maîtriser de l'extérieur, une technologie complètement maîtrisée, on n'est pas les seuls à le faire, mais on le fait très bien, de telle manière à transformer ces anticorps en médicaments. L'intérêt de ces anticorps, hein, juste un mot pour qu'on soit aussi tous d'accord là-dessus, c'est qu'on peut les produire contre ce qu'on veut, ce qui prouve quand même la maîtrise de cette technologie. Et deuxièmement, qu'ils sont extrêmement spécifiques. Donc si je fais par exemple un anticorps qui reconnaît le micro de gauche, il ne va pas reconnaître le micro de droite. Pourtant, ils ont l'air à peu près les mêmes. Mais il y a peut-être quelques différences qui permettraient à l'anticorps de reconnaître l'un et pas l'autre. Donc vous voyez, donc c'est vraiment des outils fantastiques. Et en plus, on peut les assembler, comme je vais vous montrer, et faire de nouveaux objets dans le concept de la biologie synthétique. Encore une fois, pour nous permettre de mieux manipuler ce système immunitaire. Donc, le premier point, c'est on fait des anticorps, on produit des anticorps qui vont être dirigés contre les antigènes de tumeur. Qu'est-ce que c'est qu'un antigène de tumeur? C'est simple, vous voyez, ça c'est une cellule normale, et ça c'est une cellule normale qui aura un antigène de tumeur. Okay, c'est-à-dire que quand la cellule normale devient une cellule tumorale, eh bien en fait, elle met à sa surface des molécules que la cellule normale ne met pas à sa surface. Un peu comme un bouton de fièvre, vous voyez, bah, paf. Eh bien, nous, on fait des anticorps dirigés contre ces antigènes de tumeur, et ça nous permet de cibler ces cellules tumorales. Et en fait, sans rentrer dans le détail, ça permet aussi d'activer les cellules NK. C'est vrai pour l'acutamab, c'est vrai aussi pour les enquêtes sur lesquelles je vais beaucoup plus développer. D'accord? Le deuxième point, c'est que plutôt que d'activer les cellules NK vers un antigène de tumeur déterminé, on va se servir des propriétés endogènes des cellules NK qui ont été découvertes il y a maintenant près de 50 ans. On va bientôt fêter les 50 ans de la découverte des cellules NK. Et ces cellules NK, une de leurs propriétés absolument géniales, c'est de pouvoir reconnaître de nombreuses cellules tumorales, sans qu'on fasse rien. Les cellules NK que vous avez dans votre organisme en ce moment, si elles sont en phase de cellules tumorales, elles vont avoir tendance à les éliminer, et tant mieux pour nous. Mais en fait, on peut essayer aussi de faire mieux. Alors, on peut essayer de faire mieux de manière antigène spécifique, c'est ce que je vous ai dit pour la première partie. La deuxième partie, c'est complètement différent, on va juste les libérer. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité d'aller tuer des cellules tumorales, mais en fait, pour telle ou telle raison, je ne vais pas rentrer dans les détails, elles peuvent être bloquées dans cette capacité. Eh bien, nous, on fait des anticorps médicaments qui vont les libérer. Alors, on n'est pas les premiers à faire ça, mais on a été parmi les premiers à y penser. D'autres ont eu le prix Nobel. Ils l'ont fait sur des cellules T, et ce sont les fameux inhibiteurs de checkpoint, des immune checkpoint inhibiteurs, vous en avez peut-être entendu parler, le chef de file étant les anti-PD1, anti-PDL1. Ben nous, de la même manière, on a généré cette molécule en partenariat maintenant avec AstraZeneca, qui s'appelle monalizumab, qui est un anticorps qui va libérer l'activité des cellules NK de telle manière qu'elles fassent encore mieux ce qu'elles font. Hein, vous êtes sur un vélo, vous pédalez, si vous coupez les freins, vous allez plus vite. Enfin, surtout si vous êtes en descente. Voilà. Le troisième point, et qui complète les deux premiers, c'est que non seulement on va pouvoir, dans un premier temps, orienter les cellules NK vers un antigène déterminé, dans un deuxième temps, on va pouvoir libérer les cellules NK. Le troisième temps, c'est qu'en fait, le micro-environnement tumoral, c'est-à-dire tout ce qui est autour des tumeurs, c'est malheureusement très immunosuppresseur. C'est-à-dire que ce n'est pas bon pour la réponse immunitaire. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons, enfin, c'est à l'évidence une raison pour lesquelles les tumeurs se développent, c'est parce qu'elles font en gros le vide autour d'elles. Elles sécrètent des molécules de manière directe ou indirecte qui vont contribuer à l'affaissement des réponses immunitaires juste au lit tumoral, au point de développement de la tumeur.
Donc nous, on essaye de renverser la vapeur. Parce qu'on connaît certains de ces mécanismes, et grâce aux anticorps, encore une fois, on peut bloquer ces mécanismes qui bloquent la réponse immunitaire, pour transformer un micro-environnement qui est immunosuppresseur en un micro-environnement qui est plus immunocompétent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris 100% des mots? La bonne réponse, c'est oui. Hein, ouais. Okay. Alors, je continue. Donc, maintenant, on va les reprendre. Rassurez-vous, ça ne va pas être long. Pour chacune des illustrations, il y a une slide comme ça pour vous parler du nom de la molécule, là, lacutamab, mais ensuite, juste une illustration. Alors, lacutamab, qu'est-ce que c'est? Ben, lacutamab, c'est justement un antigène de tumeur. Vous voyez la cellule rouge, qui est une cellule tumorale, qui est un lymphome T, donc on va dire un cancer du sang particulier. Okay, ben, cette cellule, donc, elle a exprimé à sa surface maintenant, voyez, la molécule 3DL2. Une cellule T normale, elle n'aurait pas ça. D'abord, elle ne serait pas rouge. C'est la représentation de l'artiste, hein, mais bon, elle serait normale, et elle n'aurait pas l'expression de 3DL2, qui est l'antigène de tumeur. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des anticorps contre 3DL2 pour cibler cet antigène de tumeur qui va être reconnu spécifiquement, et ça permet à l'anticorps de distinguer une cellule normale d'une cellule tumorale, de distinguer le bon grain de l'ivraie. Et la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble cellule rouge plus anticorps, qui est lacutamab, anticorps vert, c'est très bien reconnu par beaucoup de cellules dans l'organisme, dont les cellules NK. Et donc on peut activer comme ça, rediriger les cellules NK spécifiquement contre la cellule tumorale. Okay, c'est ça que fait lacutamab. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes un patient et que vous avez un syndrome de Sézary, qui est une des formes des lymphomes T, cutanés, là, dans la peau, ben en fait, vous allez très mal, en particulier parce que c'est une maladie qui démange énormément. Alors on peut dire que les démangeaisons, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est très grave. Il y a des gens qui se suicident à cause de cette démangeaison constante. Okay, donc c'est juste pas une blague, en fait. Et vous voyez, les patients se présentent, ma fourche à languer, les patients se présentent tout rouges. Okay, ce qui prouve l'inflammation et surtout l'infiltration de leur peau par ces cellules T qui sont maintenant tumorales. Eh bien, vous voyez qu'après traitement par lacutamab, comme vous pouvez le voir, les patients retrouvent une peau normale, ce qui est le témoin de l'efficacité de cette molécule. Et comme Mondaire l'a très bien dit, l'efficacité elle était évidente au moment où Mondaire a rejoint notre société. Et maintenant, le développement de lacutamab se poursuit. Et on espère que ça va se passer, évidemment, le mieux possible. Maintenant, les enquêtes. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette stratégie d'avoir un antigène de tumeur. Mais là, on va adresser les tumeurs et les antigènes de tumeur de manière différente. On a toujours la cellule tumorale qui est rouge. Okay, elle exprime toujours son antigène de tumeur, qui s'appelle TAG, tumeur antigène. Et ce qu'on fait, c'est que grâce à cette technologie des anticorps qu'on maîtrise totalement, on a pu créer un anticorps multifonctionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas un anticorps qui ressemble à l'anticorps qu'on a dans le sang, c'est un anticorps qu'on a réassemblé de telle manière à ce qu'il puisse reconnaître plusieurs antigènes différents. On le sort en 2 formats, donc il s'agit donc d'une plateforme. Hein. Les enquêtes, ce n'est pas une molécule, c'est toute une technologie sous la forme d'une plateforme. Et il y a 2 formats de ces enquêtes pour l'instant, des formats trispécifiques. L'anticorps peut reconnaître 3 éléments différents, ou tétraspécifique, qui peut en reconnaître 4 différents. Là, vous avez la version dans laquelle il y en a 4. Donc, sur la partie gauche, pour vous, droite, pardon, excusez-moi. Sur la partie droite, je devrais pouvoir le montrer. Ah, pardon. Cette partie-là, vous voyez la flèche? Non, vous ne voyez pas la flèche. Sur cette partie-là, on a mis un anticorps, un fragment d'anticorps qui reconnaît l'antigène de tumeur, pour le cibler. Et de l'autre côté, vous voyez, une espèce de fourche trifide, avec 3 parties, donc, qui va engager 3 récepteurs activateurs des cellules NK. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait y revenir pendant la session de questions. L'ensemble de ces éléments va provoquer une activation majeure des cellules NK et en plus une prolifération des cellules NK. Parce que quelque chose d'important, c'est que par rapport au référentiel, qui sont les cellules T, qui sont, encore une fois, le centre de l'activité de
de nombreux acteurs du domaine. Nous, on a choisi de se mettre sur les CUNK pour toutes les raisons dont j'ai déjà parlé, on pourrait y revenir. Mais il faut savoir que les CUNK, c'est 10% des cellules T en nombre. Donc il y en a moins. Eh bien, grâce à l'une de ces bras-là, à l'un de ces bras, qui s'appelle l'interleukine 2, la cytokine, on va pouvoir induire la prolifération des CUNK. Et donc, vous voyez qu'on va non seulement réadresser les CUNK à la tumeur par le premier côté que j'ai montré, par l'antigène, par le tumeur antigène, par l'anticorps qui reconnaît le tumeur antigène, okay, mais ensuite, on va activer aussi la CUNK. Donc, on provoque un lien, un pont moléculaire entre la CUNK et sa cible, et on va, dans un premier temps, cibler la cellule tumorale, et dans un deuxième temps, activer les CUNK. La conséquence de ça, je vais vous la montrer de manière simple, à travers des expériences de préclinique, donc c'est avant la clinique. Il se trouve que certaines de ces molécules, enfin une de ces molécules est déjà en clinique partenarisée avec Sanofi pour lutter contre la leucémie aiguë myéloïde. Donc on est très content de ce partenariat évidemment, c'est aussi une marque de reconnaissance. Sanofi pouvait avoir le choix entre ces formats et nos formats, a préféré nos formats, donc on en est très content. C'est IPH61. Il y a une deuxième molécule aussi partenarisée avec Sanofi dans une autre indication, IPH64. Et puis nous développons aussi une autre molécule totalement propriétaire et j'aurai l'honneur de présenter pour la première fois cette molécule à l'ASH, qui est le grand congrès d'hématologie qui va avoir lieu début décembre à la Nouvelle-Orléans. Et on a été invité pour cette présentation, là aussi. Ça paraît rien, mais c'est beaucoup. C'est une marque de reconnaissance de l'ensemble de la communauté hématologique pour les assets, pour les candidats médicaments que nous développons. Mais donc, pour vous montrer l'efficacité qui nous a tous sidérés, dans le bon sens, vous avez deux modèles tumoraux, là. Dans la partie de gauche, vous voyez en fait la croissance, avec les courbes en noir, la croissance sous la peau d'une tumeur qu'on injecte chez la souris. Vous voyez, hein, ça grossit vite. En 40 jours, vous avez quand même une augmentation assez phénoménale de cette tumeur. Regardez maintenant ce qui se passe en vert. On a fait la même chose, on a traité les souris par une enquête. L'enquête de dernière génération qui est tétrafonctionnelle ou tétraspécifique. Et vous voyez, il y a un contrôle total de la maladie tumorale, il n'y a pas de croissance tumorale, les courbes vertes sont plates. Okay. Alors ça c'est très important, bien évidemment, je ne vais pas rentrer sur la diapo rouge, mais ensuite, ce que vous avez encore plus à droite, c'est un autre modèle tumoral, parce qu'on s'est dit, bon, ça c'est bien, ça reste quand même le cancer de la souris, donc on va essayer de les multiplier, les cancers de souris, de telle manière à vraiment challenger. Parce que l'idée, hein, c'est pas de partir sur une mauvaise piste. L'idée, c'est de partir sur une piste qui nous convainc, bien évidemment, et qui va convaincre aussi les partenaires, qui soient des médecins ou qui soient d'autres sociétés, pour pouvoir tester ces molécules chez l'homme. Donc on a utilisé un modèle qui est encore plus challenging, encore plus difficile à combattre. C'est un modèle de métastase. Là, on prend des cellules noires, des cellules de mélanome, hein, c'est des cellules de la peau qui sont noires, elles sont transformées, elles font de la mélanine, donc elles sont noires. Et vous voyez, il y a 9 poumons dans l'image du haut, 9 poumons de souris qui ont été injectés en intraveineux par ces cellules noires. Là, vous pouvez apprécier que pour la plupart des souris, il y a eu quand même un gros développement de ces cellules noires dans le poumon, ce qui mime les métastases pulmonaires de mélanome. Okay. Maintenant, regardez dans le panel du milieu, hein, en face du puzzle avec les 4 éléments d'une enquête tétraspécifique, quand on traite cette même souris, enfin, c'est pas la même, évidemment, c'est une autre, mais qui a été traitée de la même façon, avec l'enquête, vous voyez qu'on a complètement nettoyé ce processus métastatique. Donc, dans 2 modèles différents, et j'en passe, d'autres, un modèle de tumeur locale sous la peau, un modèle de tumeur disséminée, un modèle de métastase pulmonaire. Vous voyez que les enquêtes montrent un effet qui est absolument remarquable. Et cet effet, on a pu montrer dans d'autres manips qu'il était évidemment médié par les cellules natural killers. Donc vous voyez qu'on est très content des résultats qu'on a obtenus pour l'instant. On est très content du partenariat qu'on a pu avoir avec Sanofi. On est très content de développer une molécule propriétaire, encore une fois, que j'aurai l'honneur de présenter à l'ASH. Et donc, on développe cette plateforme, puisqu'il ne s'agit pas d'une molécule, mais de plusieurs molécules, avec une versatilité assez incroyable. Parce que vous voyez, hein, à l'instar du puzzle, là, avec les 4
éléments en couleur qu'on peut voir sous la forme d'un espèce de trèfle à 4 feuilles, j'espère que ça va nous porter chance, eh bien, on peut jouer sur chacun des éléments. On peut changer la tumeur, la partie qui va reconnaître l'antigène de tumeur. On peut changer aussi les autres parties qui vont venir activer les cellules NK. Donc, un grand espoir sur le développement de cette plateforme enquête qui est unique. Alors, d'autres sont dans le champ aussi. Ils n'ont pas pris l'angle qui est le nôtre, c'est-à-dire de tout focaliser sur la molécule NKp46. Je pense qu'ils font une erreur, personnellement, car NKp46, nous avons pu montrer que c'était une molécule qui était stablement exprimée au site tumoral, qui était très activatrice des cellules NK. C'est pour ça qu'on se concentre sur cette molécule. Alors ensuite, rapidement, sur monalizumab, je dis rapidement parce que c'est une molécule que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, parce que ça fait longtemps qu'elle est dans le portefeuille d'Innate Pharma. C'est une molécule qui, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, va avoir un tout autre mode d'action. L'idée, là, c'est pas de réadresser les cellules NK de manière spécifique contre un tumeur antigène, c'est au contraire de libérer la cellule NK pour qu'elle fasse mieux ce qu'elle sait faire déjà. Okay ? On libère les freins, on coupe les freins de la cellule NK. Et la beauté de monalizumab réside dans le fait que c'est, en quelque sorte, le chef de file d'une toute nouvelle catégorie de candidats médicaments qui sont des immune checkpoints, donc à l'instar des anti-PD1, des anti-PDL1, mais qui, là, plutôt que d'être spécifique d'un type cellulaire, en l'occurrence pour les anti-PDL1, les anti-PD1, les cellules T, va être avec 2 cellules cibles. Car la molécule NKG2A qui est ciblée par monalizumab, elle n'est pas simplement exprimée par les cellules NK, elle est aussi exprimée par les cellules T. Et donc l'idée, là, c'est de libérer de manière plus complète la réponse immunitaire en libérant à la fois de leurs freins les cellules T et les cellules NK. Pour finir, la voie de l'adénosine, donc je vous récapitule rapidement là où on en est. Je vous ai chanté les louanges des NK et je pense que j'ai eu raison de le faire. Parce qu'en fait, il y a d'autres maintenant qui sont dans le champ et qui prouvent qu'effectivement, c'est une bonne voie à suivre. Avec, premièrement, on essaye de cibler de manière très spécifique les antigènes de tumeur. C'est l'acutamab dans les lymphomes T. C'est la plateforme des enquêtes. Ensuite, libérer les cellules NK et pas que. C'est monalizumab. Troisième partie, troisième pilier. On va essayer de transformer l'environnement le micro-environnement tumoral, qui est plutôt immunosuppresseur, en quelque chose d'immunocompétent. Et alors on sait, certains de ces mécanismes immunosuppresseurs, c'est la sécrétion d'adénosine au site tumoral. Donc pour faire très rapide, vous voyez, l'adénosine elle est à la fin, là, et cette adénosine, elle peut induire de la suppression sur les cellules T, sur les cellules NK. Donc d'aucuns ont essayé de bloquer les récepteurs de l'adénosine, parce que ces cellules qui sont bloquées par l'adénosine, c'est parce qu'elles ont des récepteurs adénosine. Nous, notre voie est beaucoup plus drastique. Nous, on va couper la production d'adénosine. Comme ça, on n'en parle plus. Et on connaît bien les mécanismes qui sont à l'origine de la production d'adénosine. Et grâce à ces anticorps qui sont maintenant développés en clinique, comme vous le voyez, IPH5201, IPH5301, nous voulons totalement bloquer la voie de l'adénosine. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci en tout cas pour votre attention. Merci Édric. C'est passionnant et c'est pas évident de parler de tout ça avec beaucoup de simplicité. Et même si on n'est pas spécialiste du domaine, on comprend et on a envie d'entendre un peu plus. Mais ce que je dis à Eric très souvent et aux équipes, ce qu'on fait chez la souris, c'est bien. Mais le montrer chez le patient, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous montrer 2 exemples de progrès de notre portefeuille clinique et surtout de vous en dire un peu plus parce qu'il n'est pas évident que vous ayez la possibilité peut-être d'échanger comme on le fait aujourd'hui avec nous sur ces produits-là. Alors, d'abord, je vais commencer par vous parler de ces lymphomes T. Donc, j'ai dit, c'est des cancers du sang. En général, les cancers du sang, il y en a plusieurs types. Les plus fréquents se développent à partir de nos globules blancs, et en particulier les globules blancs de type B, ces fameux lymphocytes B. Et ça représente globalement 80% à peu près des lymphomes dits non-Hodgkiniens. Il y a une sous-catégorie de lymphomes qui sont en fait développés à partir de ces fameuses cellules T. Et c'est relativement rare, puisque ça ne représente que 20%, mais ils ont une
prédilection quand même pour aller se localiser sur la peau. Et il y a des lymphomes de type T qui sont exclusivement cutanés. Il y a des lymphomes qui sont exclusivement sanguins, donc qui touchent essentiellement la lymphe. Et puis il y a des lymphomes qui ont une double localisation. Les lymphomes cutanés, sans rentrer dans le détail, peuvent être catégorisés en 3 sous-groupes. Il y a une maladie rare qui s'appelle la maladie de Sézary. C'est vraiment l'image que vous a montré Eric tout à l'heure. C'est ça, la maladie de Sézary. C'est une atteinte par les cellules lymphomateuses de tout. De la peau, bien sûr, du sang, des ganglions, mais aussi des viscères. Ça peut atteindre le foie, ça peut toucher des organes nobles. Et donc, c'est vraiment la phase ultime du développement de ce type de cancer. En général, quand on arrive à ce stade-là, il y a urgence et il faut vraiment traiter avec des médicaments efficaces. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médicaments efficaces. Il y a eu pas mal de choses qui ont été testées. Le médicament qui a été approuvé dans les années 2017-2018 est une immunothérapie qui cible un récepteur bien spécifique qui s'appelle CCR4, qui s'appelle mogamulizumab. Il est développé par un laboratoire japonais qui s'appelle Kyowa. Et il a été approuvé dans cette indication, mais ça ne marche pas chez tous les patients. Ça marche globalement chez peut-être un patient sur 4 ou un patient sur 3, et ça finit par progresser. Et une fois que les malades ont eu ce médicament, il n'y a plus rien à leur proposer. Il y a un réel besoin médical. C'est ce qui nous a poussé à sélectionner cette indication comme une indication potentielle pour ce produit. Pourquoi c'était important? C'est parce que c'est la voie probablement la plus rapide pour un enregistrement sans passer par les étapes classiques de randomisation et d'essais longs de phase 3 qui peuvent durer et surtout coûter beaucoup d'argent. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est le fameux mycosis fungoides. Donc c'est une forme en fait, j'allais dire presque de champignons, mais de champignons malins qui se développent, et là aussi qui commence par une atteinte cutanée, quasi exclusive, mais qui petit à petit, au fur et à mesure du développement, atteint tout l'organisme. Il est beaucoup plus fréquent. Globalement, il y a à peu près entre 3 et 4 000 nouveaux patients tous les ans, surtout aux États-Unis et dans les 5 principaux pays européens. Et là, contrairement à la maladie de Sézary, un patient sur 2 exprime la cible, l'antigène tumoral dont a parlé Eric. Donc c'est important de savoir ça, c'est-à-dire que globalement, on ne peut pas le proposer à tous les malades, et il va falloir un test diagnostique pour pouvoir sélectionner les malades qui pourront en bénéficier sur la base justement de ce niveau d'expression. Et c'est ce qu'on a fait. Alors que dans les lymphomes cutanés, c'est tout à fait, les lymphomes périphériques, pardon, c'est tout à fait autre chose, c'est beaucoup plus fréquent, bien entendu, mais là aussi, uniquement un malade sur 2 a la cible tumorale, et finalement, ça nous permet là aussi de cibler cette maladie pour pouvoir être sûr d'un niveau d'efficacité plus important. Et c'est quand même très important de le rappeler, l'acutamab, c'est une thérapie ciblée. C'est vraiment quelque chose qui va aller, c'est un anticorps qui a une tête chercheuse, qui va aller dans l'organisme, cibler les cellules cancéreuses qui expriment l'antigène tumoral, s'accrocher dessus et amener les cellules NK pour détruire ces cellules cancéreuses. On n'a pas prévu de vous montrer les données ici, mais il est clair que le niveau d'activité observé très tôt dans le développement de ce produit, notamment en phase 1, nous a permis d'échanger avec les autorités réglementaires aux États-Unis et en Europe et d'obtenir pour l'acutamab des désignations très importantes pour son développement. Non seulement on a la désignation pour maladie orpheline, mais surtout on a la désignation PRIME en Europe et la désignation Fast Track aux États-Unis. Et ce sont 2 désignations qui permettent non seulement des échanges fréquents avec les autorités réglementaires, mais surtout une accélération du processus d'enregistrement et une possibilité d'enregistrement sans passer par la case phase 3. C'est ce qu'on appelle les enregistrements accélérés. Et c'est pour ça, et je dirais sur la base des échanges avec les autorités réglementaires, qu'on a développé notre produit avec un essai qui s'appelle Telomax. C'est un essai qui teste
l'efficacité de lacutamab dans plusieurs types de populations de patients. Et un des éléments de cet essai, c'est que la population de patients, ce qu'on appelle la cohorte 1, a le potentiel pour devenir une étude d'enregistrement. Et on est en train de préparer les données pour présenter des résultats intermédiaires à la fin de cette année dans un congrès d'hématologie qui va arriver. Donc il y a un progrès dans le développement et surtout on prévoit d'avoir les analyses finales l'année prochaine et sur cette base-là, on échangera avec la FDA, avec l'agence européenne et si cela, bien sûr, répond aux attentes de ces agences, on peut avoir un enregistrement et donc on peut avoir le premier médicament d'Innate Pharma sur le marché en 2024. C'est quelque chose d'important, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour les patients qui souffrent de cette maladie et ça ouvre évidemment le potentiel pour ceux qui restent, les lymphomes périphériques de type T, qui sont, comme j'ai dit, beaucoup plus fréquents, qu'on a déjà commencé à investiguer avec 2 essais dont, là aussi, les résultats préliminaires seront présentés l'année prochaine. Par contre, cette année, il y a quelques semaines, à Madrid, nous avons présenté les résultats préliminaires de lacutamab dans ce qu'on appelle le mycosis fungoides. Donc cette forme de lymphome cutané de type T qui n'est pas le Sésarie, mais qui est la plus fréquente finalement, et où on ne savait pas jusqu'à présent si lacutamab pouvait avoir une activité. Alors, je ne vais pas vous faire là aussi un cours sur les critères de réponse, mais quand on teste un médicament, on a besoin de voir si d'abord il y a une réduction de la taille tumorale, donc une réduction des lésions tumorales qu'on avait au début du traitement. Et on a aussi surtout de regarder la qualité de cette réponse. Est-ce qu'elle dure dans le temps et est-ce qu'elle influe sur la qualité de vie des patients? Vous avez entendu Eric parler de prurite et d'urticaire majeur pour ces malades. Est-ce que le fait de les traiter avec lacutamab permet d'améliorer leur qualité de vie? Ce sont tous ces critères qu'on regarde. Et là, c'est une analyse intermédiaire. C'est vraiment un point d'étape qu'on a voulu faire pour avoir des informations sur le niveau d'activité. On a été agréablement surpris de voir que dans le mycosis fungoides, comme dans le Sésarie avant, on a une activité et elle est d'autant plus spectaculaire que les lésions sont cutanées. Il y a pratiquement 60% des malades qui ont une amélioration des lésions cutanées. Ce que vous voyez sur la droite, c'est en fait chaque barre est un patient. Et pour chaque patient, on mesure le niveau d'amélioration des lésions cutanées. Quand il y a une disparition totale des lésions cutanées, c'est 100%, la barre descend jusqu'en bas. Quand il n'y a pas de réponse ou que le malade éventuellement s'aggrave, la barre monte au-dessus du zéro. Donc vous voyez, et on n'a pas besoin d'être un spécialiste du développement de médicaments, que la majorité des patients bénéficient, notamment au niveau de la peau, là où la maladie prend ses origines, à avoir une activité spectaculaire. Elle ne se limite pas à la peau. Vous voyez, dans le sang, il y a aussi pratiquement 60% de réponses. Et même dans les ganglions, qui sont des ganglions difficiles à analyser, parce que là, pour le coup, on n'a pas d'éléments précis, on a juste l'image qu'on peut voir sur un scanner ou sur une radio. Mais même dans les ganglions, il y a une amélioration. Et ce qui est encore plus rassurant, et quand on est malade et qu'on souffre de cette maladie, la première chose à laquelle on pense quand on commence le traitement, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais m'en sortir? Et le fait de voir que ces patients ont une durée de réponse longue et qu'à 12 mois, il y a plus de 50%, 53,6%, donc plus d'un malade sur 2 est encore en vie, sans progression de sa maladie, c'est-à-dire que sa maladie est sous contrôle. Ça, c'est un élément important, en sachant que ces malades sont déjà lourdement pré-traités. Et comme vous savez, en oncologie, il y a un dogme, plus les malades sont pré-traités par d'autres thérapeutiques, plus la cellule cancéreuse devient maligne, résistante et difficile à contrôler. Et le fait qu'on arrive avec une simple injection d'un anticorps fabriqué chez Innate Pharma à transformer le pronostic de ces malades et surtout leur qualité de vie avec une amélioration spectaculaire des lésions cutanées est quelque chose de significatif. Et ce qui est important, ce n'est pas tellement ça en fait, c'est ce que pensent les médecins
qui étaient à Madrid et qui ont non seulement pour certains participé à cet essai, mais pour d'autres qui n'ont pas participé à cet essai, mais qui connaissent d'autres produits et qui disent tous la même chose, c'est que ce produit, lorsqu'il va être sur le marché, sera certainement le produit de référence et standard pour ce type de maladie, en tout cas pour les lymphomes cutanés. Et on est très, très enthousiaste et bien sûr très fiers de ça. Alors, l'étape suivante, c'est l'année prochaine. En fin d'année, on aura un premier regard sur des résultats intermédiaires, non pas dans le mycosis fungoides, mais dans la maladie de Sézary. C'est très important parce que cette cohorte-là, elle a le potentiel d'être pivotale et de nous permettre l'enregistrement. Et l'année prochaine, on aura les résultats finaux des 2 cohortes. Et par conséquent, on pourra vous dire si les discussions avec les autorités réglementaires avancent dans le bon sens ou pas. Alors, le deuxième produit sur lequel j'ai choisi de m'arrêter, c'est monalizumab. C'est un produit que je connais bien, qui est développé en ce moment dans le cancer du poumon. Il a été développé dans le cancer ORL. On a annoncé cet été que l'étude dans le cancer ORL a été arrêtée pour futilité. On pourra en reparler dans un instant. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le produit garde tout son potentiel dans une indication qui est encore plus importante. C'est le premier cancer, tous sexes confondus, et c'est en train d'être développé dans vraiment là où on a une chance de guérir les malades, c'est-à-dire les cancers du poumon non métastatiques. Cancer du poumon métastatique, malheureusement, on peut prolonger la durée, mais on ne peut pas guérir les malades. Là, on peut guérir les patients quand ils ont ce type de cancer à un stade avancé. Alors, il y a deux types de cancers avancés. Il y a les cancers avancés qu'on peut opérer, et il y a les cancers du poumon avancés qu'on ne peut pas opérer, mais qui ne sont pas métastatiques. À gauche de cette slide, donc en bleu, il y a ce qu'on appelle l'essai en préopératoire. C'est des malades qui ont des cancers du poumon avancés, mais qui sont opérables. Et pour pouvoir augmenter à la fois les chances de faire une résection chirurgicale complète, et ensuite de pouvoir augmenter les probabilités de guérison, on fait ce qu'on appelle un traitement préopératoire ou néoadjuvant. C'est-à-dire avant même la chirurgie, on traite le patient par 1, 2 ou même 4 cycles au grand maximum et on regarde ce qui se passe. Et ensuite, on enlève la tumeur, on analyse la pièce opératoire et on regarde quel a été l'effet de ce traitement sur la pièce opératoire. Alors là aussi, chaque barre, ça représente un patient. Et ce que vous avez, les petits chiffres, ce sont les pourcentages de réduction de tumeurs à l'intérieur de la pièce opératoire. C'est ce qu'on appelle les réponses pathologiques. C'est-à-dire on prend des échantillons et on regarde au microscope s'il y a des cellules cancéreuses ou pas. Et il y a 2 cas de figure là. Il y a 0 cellules cancéreuses, c'est une réponse complète, c'est 100%. Ou il y a des réponses pathologiques, mais elles ne sont pas complètes. Et ce qu'on regarde en général, c'est les réponses pathologiques majeures. C'est un critère de jugement important en préopératoire, c'est-à-dire il y a 85% de nettoyage de la pièce opératoire. Et là aussi il ne faut pas être spécialiste pour se rendre compte qu'il y a une activité, que cette activité concerne globalement plus de la moitié des malades et que sur 30% de ces malades-là, on a cette réponse complète pathologique. Pourquoi c'est important? Parce que d'autres ont démontré, avant nous, que la réponse complète pathologique et la réponse majeure pathologique, ce sont des facteurs prédictifs de la survie à long terme. Donc, quand un malade a une réponse complète pathologique ou majeure comme celle-là, la probabilité que ce malade soit guéri de son cancer à long terme est très très importante. Et c'est pour ça que ce critère est utilisé par les autorités réglementaires et c'est ce qui a justifié l'étape suivante du développement que je vais vous montrer dans un instant. À droite, sur votre droite, en rouge, il y a les C-COST. Là, on parle de cancers du poumon qui ne sont pas opérables, qui envahissent le médiastin avec des ganglions parfois, et il est impossible de les retirer. Ici, le traitement, en général, le traitement standard, c'est de faire de la radiothérapie. Et pour permettre une efficacité plus importante des rayons, on les combine avec de la chimiothérapie. Donc on fait de la chimioradiothérapie dont l'objectif est de brûler la tumeur et de la stériliser. Et une fois qu'on a stérilisé la tumeur, on fait un traitement adjuvant ou complémentaire pour prévenir qu'elle ne repousse. L'essai COST en question est un essai à 3 bras où, chez des malades qui ont un cancer du poumon localement avancé, non résécable, après chimioradiothérapie,
on leur a donné soit du durvalumab, c'est l'anti-PD-L1 d'AstraZeneca, soit du durvalumab plus monalizumab, soit du durvalumab plus oleclumab, qui est un autre produit d'AstraZeneca qui cible la voie de l'adénosine, d'ailleurs, comme Eric va la montrer. D'abord, vous avez en haut le taux de réponse objective obtenu chez ces patients. Quand on regarde au fond, là-bas, le bras monalizumab, on a un taux de réponse de 35,5% contre 17,9% pour durvalumab. C'est-à-dire que le fait de rajouter Mona double le taux de réponse. Et ça, c'est vraiment un point important, et je dirais que cet essai a été fondateur parce que pour la première fois, on a dans une démonstration méthodologiquement irréprochable la preuve que monalizumab apporte quelque chose de traitement. Mais ce qui est plus important, en fait, c'est les courbes en bas. Alors, c'est un peu rébarbatif parce que ça, c'est des courbes de probabilité d'événements où on regarde, en fait, patient par patient, le moment au bout duquel le patient progresse. Et donc, il échappe au traitement, finalement. Et chaque point correspond à un patient, et donc on trace des courbes qui sont des courbes de probabilité pour que l'événement survienne. Ce que vous pouvez voir, quand même si c'est un peu petit et difficile à voir, c'est que pour le bras monalizumab, qui est le bras en bleu, vous avez à 1 an plus de 70% des malades qui sont en contrôle total de la maladie. Et que pour ces malades-là, ceux qui sont dans le bras monalizumab, il y a une réduction du risque relatif de progression de 60%. C'est-à-dire, les malades qui n'ont pas reçu Mona, qui ont reçu Durva, en fait, ils ont perdu 60% de chances de s'en sortir. Et que les malades qui sont dans le bras Mona ont 60% de chances de réussir et de ne pas récidiver. Et cet essai est vraiment, encore une fois, fondateur parce que pour la première fois, on voyait sur le cancer le plus fréquent, parce que là aussi, c'est des chiffres qui font vraiment tourner la tête en termes d'incidence, en termes de mortalité, un effet aussi puissant, et c'est ce qui a poussé AstraZeneca tout de suite. Ces résultats ont été présentés au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale au mois de septembre 2021, et dans la foulée, AstraZeneca a annoncé 2 essais importants. Un essai dans les formes localement avancées, opérables, c'est le fameux essai NeoCOST-2. Donc, ils ont repris en fait ce qu'ils avaient fait sur le premier essai et ils ont juste ajouté de la chimiothérapie parce que la chimiothérapie fait partie des traitements standards. Et donc, il y a un essai qui est en cours qui a pour objectif, chez les malades qui ont un cancer de stade 2 ou de stade 3A, des cancers du poumon, de les traiter avec la combinaison monalizumab plus durvalumab plus chimiothérapie. Et cet essai est déjà en cours et on aura probablement en 2024 les premiers résultats. Il y a une deuxième décision majeure pour nous et pour Astra, c'est le départ d'un nouvel essai à visée d'enregistrement, un essai de type phase 3 qui s'appelle Pacific 9. C'est un essai à 3 bras, en fait, qui reprend les 3 bras de l'essai COST et sur, bien sûr, beaucoup plus de patients. Il y a à peu près 300 patients par bras. On va regarder si le bénéfice qu'on a observé dans l'essai COST se vérifie sur une plus large population, parce que cet essai est un essai à visée d'enregistrement. Les inclusions ont commencé au mois d'avril dernier et les résultats sont attendus en 2025, en sachant qu'en fonction de la vitesse de recrutement et la vitesse, bien sûr, avec laquelle les événements peuvent arriver, ces dates peuvent changer, mais pour le moment, c'est la date affichée par AstraZeneca. Voilà 2 exemples concrets sur ce qu'on a fait sur ces 2 thérapies, l'une qui est ciblée, qui cherche des formes de cancer rares, l'autre qui est beaucoup plus dans la manipulation et dans le déverrouillage des cellules NK, qui est monalizumab. Alors, parler de monalizumab me permet de vous rappeler, pour celles et ceux qui sont nouveaux pour Innate Pharma, que le partenariat fait partie de notre ADN. Comme je l'ai dit, nous sommes une société qui est ancrée sur un campus universitaire. On travaille avec des sociétés académiques en France, mais aussi en Europe, aux États-Unis. Et c'est cette collaboration qui nous a permis en fait de développer
en grande partie notre excellence scientifique et qui nous a permis d'avoir des publications vraiment à fort impact. Eric vous a montré l'article que son équipe et lui ont publié dans Nature, mais ce n'est pas le seul. On a ici quelques exemples. On ne publie pas dans le journal du coin, on publie dans des journaux de référence, et je pense que ça, en soi, et le fait qu'il soit invité au congrès mondial de l'hématologie en décembre, parle pour l'excellence scientifique, et cette excellence est basée sur les partenariats. Mais en même temps, les collaborations avec les pharma est juste quelque chose d'essentiel. Comme je l'ai dit, c'est une façon de nous financer, parce qu'il est important de continuer à développer notre pipeline et à avoir d'autres innovations thérapeutiques qui vont, j'espère, arriver au lit du patient. Mais il est important aussi de s'appuyer sur un partenaire. Et vous avez la liste, en tout cas, des 4 partenaires industriels qu'on a connus et avec lesquels on travaille. BMS et Novo Nordisk ne sont plus actifs en termes de collaboration. Par contre, AstraZeneca et Sanofi, notamment pour la plateforme enquête, restent des partenaires majeurs. Alors, je vais revenir rapidement. Yanis Morel, notre patron du business development et de la stratégie du portefeuille, qui était supposé être avec nous aujourd'hui, ne pouvait pas pour raison familiale. Il est au téléphone pour participer aux questions-réponses, mais je prends la relève pour vous présenter en deux diapositives les termes de nos partenariats. Le partenariat avec AstraZeneca est important, d'abord parce qu'il permet de valider un des porte-drapeaux d'Innate Pharma, monalizumab, et avoir une phase 3 positive avec monalizumab. Non seulement c'est quelque chose qui va être source de revenus significatifs pour nous, mais je pense que plus important pour l'entreprise et qu'on représente, et bien entendu pour les patients, c'est juste quelque chose de majeur. C'est un deal qu'on a signé en 2015, alors que le produit était déjà en clinique, donc il était relativement avancé, et qui, dans sa totalité, va rapporter plus d'1 milliard de dollars. Jusqu'à présent, on a reçu 450 millions de dollars, et en plus de ces milestones, donc il reste à peu près 800 millions de dollars à recevoir, qui sont globalement partagés moitié-moitié entre des milestones de développement et d'enregistrement et des milestones de commercialisation. En plus de ça, on a avec Astra un contrat de co-développement qui nous permet en fait de financer en partie le programme de phase 3 et en contrepartie de partager le profit en Europe. Alors qu'aux États-Unis et dans le reste du monde, on reçoit des redevances dont on n'a pas donné les chiffres exacts, mais qui sont à 2 chiffres. Pour IPH52, l'anti-CD39, le produit qu'on développe avec AstraZeneca et qui vise la voie de l'adénosine, les mêmes termes, sauf que le montant est moindre pour une raison simple, c'est que les indications potentielles sur lesquelles ce deal a été construit sont moindres que ce que peut faire monalizumab. Et donc, globalement, on parle de plus de 800 millions de dollars. On a déjà reçu 60 millions de dollars et surtout, on a annoncé cette année la décision d'Astra de passer ce produit en phase 2 dans le cancer du poumon, développement qu'on fait ensemble, et on communiquera dans les prochains mois, probablement avant la fin de l'année, des détails précis sur à la fois les designs de cet essai et surtout le timeline pour les résultats. Le partenariat avec Sanofi est un peu différent parce que là, en fait, on a commencé beaucoup plus tôt. Je dirais, non pas sur une page blanche, mais pratiquement. Et ce travail a mis du temps, d'abord pour pouvoir, comme l'a dit Eric, se mettre d'accord sur quel format choisir. Ensuite, il fallait trouver la bonne technique pour pouvoir produire sur un plan industriel ces anticorps un peu spéciaux avant d'arriver en clinique. Et il est clair que les deux candidats médicaments qui ont été sélectionnés sont clairement une étape importante, mais on ne veut pas s'arrêter là. Le deal en lui-même, il pèse 400 millions d'euros. On a reçu uniquement 13 millions, si je peux dire, à ce stade, parce qu'on était vraiment en préclinique très précoce. Ce n'est même pas préclinique, il n'y avait pas de candidat médicament, c'est vraiment au niveau de la cible. Maintenant
qu'on domine et qu'on maîtrise la technologie. Bien entendu, l'objectif pour nous, avec Sanofi, avec d'autres partenaires, c'est de pouvoir mettre à leur disposition des anticorps qui sont déjà prêts à rentrer en clinique, qui nécessitent bien sûr les expérimentations réglementaires nécessaires, mais qui ont déjà franchi toutes les étapes de ce qu'on appelle la drug discovery. Et donc on arrive réellement sur les 2 dernières années, les 18 mois, juste avant l'entrée en clinique. Mais c'est un autre exemple de ce partenariat et je crois qu'il est important de poursuivre dans cette voie, surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'intérêt manifesté pour les cellules NK et pour l'immunité innée. On sait que, Eric, on a parlé un petit peu, on n'est plus le seul. On a des sociétés qui sont compétiteurs directs, c'est-à-dire qui construisent des anticorps thérapeutiques qui engagent les cellules NK. Alors, ils n'utilisent pas NKp46, qui est breveté Innate Pharma, mais ils utilisent d'autres récepteurs activateurs des cellules NK. Affimed est un exemple de ces boîtes, et ils sont en train de se développer à la fois en tumeur liquide, mais aussi en tumeur solide. Ça, il y a Cytovia, il y a d'autres boîtes qui sont un peu plus en amont, mais les plus avancées, c'est l'exemple d'Affimed. Mais ensuite, il y a le cercle un peu plus loin de compétiteurs qui n'utilisent pas la même techno que nous, mais qui font appel aux cellules NK, et en particulier toutes les sociétés de biotechnologie qui sont dans les thérapies cellulaires et qui ont, à l'image des CAR T, développé des CAR NK. Et là aussi, ce n'est pas nécessairement des compétiteurs parce qu'on peut faire des combinaisons, et il y a même une synergie à faire de la combinaison avec un enquête et des cellules fraîches qui sont injectées. Et puis, il y a d'autres compétiteurs qui sont un peu plus loin, mais qui sont dans le domaine, qui sont les engageurs de cellules T. Alors, ça ne sera pas de la compétition directe, mais là aussi, les anticorps thérapeutiques qui engagent les cellules T sont des anticorps efficaces, mais ils ont une limitation, c'est leur toxicité, et une deuxième limitation, c'est leur spécificité à un antigène tumoral en particulier. Là, on peut avoir beaucoup plus de confiance, en tout cas, dans le profil de tolérance de nos enquêtes. Bien sûr, les données cliniques vont nous le confirmer une fois qu'elles seront publiées par Sanofi pour l'IPH61 et par nous une fois qu'on commencera le développement d'IPH65. Voilà ce que je voulais dire sur l'avancée de notre portefeuille en clinique. Je voudrais peut-être conclure par d'abord vous rappeler les principaux catalyseurs à venir. Bon, sur le reste de l'année, je vous l'ai dit, le plus important maintenant, ça va être le congrès de fin d'année où on va présenter les résultats préliminaires de l'acutamab dans la maladie de Sézary. C'est vraiment un point important qui, bien sûr, est là pour nous donner une idée sur est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. L'année prochaine, c'est aussi l'acutamab qui va faire la une parce qu'on aura les résultats finaux de ce fameux essai Telomac et on saura si on est dans les clous pour pouvoir déposer un dossier à visée d'enregistrement, notamment dans la maladie de Sézary. Et on aura surtout les premiers résultats dans les lymphomes périphériques. Et ça, c'est un moment important parce que, encore une fois, c'est des données qui peuvent changer la face du produit parce que d'un produit à 150 à 200 millions de dollars, on passe à un blockbuster potentiel s'il y a une activité dans les lymphomes périphériques. On aura aussi surtout le privilège et l'honneur de commencer le développement clinique en phase 1 de notre premier anticorps propriétaire issu de la plateforme Enquête, c'est ce fameux produit IPH6501. On n'a pas divulgué la cible tumorale, mais ça sera fait justement au moment du congrès de H. Mais ça, c'est un moment important parce que c'est une première mondiale, parce que ça sera le premier tétraspécifique ou multifonctionnel à 4 bras qui va être testé en clinique. Et bien sûr, on est attendu à la fois pour voir si, sur le plan de la tolérance, c'est bon, mais aussi pour voir s'il y a déjà des signaux d'activité. Et je pense que 2024 et plus sera probablement le moment où on aura les premiers résultats cliniques issus à la fois de IPH65, mais aussi des 2 autres produits qui sont en partenariat avec Sanofi. Mais ce qu'il faut surtout aussi avoir à l'esprit, c'est que fin 2024 et en 2025, on aura les résultats de monalizumab dans le poumon, à la fois
dans les formes opérables en préopératoire, l'essai NeoCoast 2, mais aussi, et ce qui est plus important, c'est l'essai d'enregistrement Pacifique 9 qui devrait arriver en 2025. Et alors, ce qui est important une fois qu'on a dit ça, c'est que la société puisse continuer à exécuter sa stratégie et donc qu'on ait une santé financière et une trésorerie qui nous permettent d'arriver justement à ces dates critiques. Et ce qu'on a publié en tout cas au mois de septembre dernier, lorsqu'on a présenté nos semestriels, c'est qu'effectivement, à fin juin, on avait presque 160 millions d'euros en cash et qui, bien sûr, nous permettent d'avoir une visibilité ou un horizon de 2 ans suffisant pour pouvoir exécuter notre stratégie, continuer dans la voie Télomac et l'enregistrement de l'acutamab dans sa première indication, qui ouvrira des champs de collaboration, de partenariat, mais aussi de développement propre de l'entreprise. Continuer à investir dans notre pipeline et en particulier focaliser sur la plateforme enquête. C'est très, très important. Rester opportuniste sur d'autres approches, mais notre raison principale de focus est vraiment de développer de nouvelles molécules qui sont issues de cette plateforme et bien entendu attendre les résultats venant des programmes de partenariat. Et je pense qu'on vous fera un point au mois de novembre prochain lorsqu'on présentera nos trimestriels sur justement l'état de notre trésorerie, notre capacité à continuer à exécuter cette stratégie. Voilà, je crois que c'est la dernière slide. Donc maintenant, j'ouvre la session des questions-réponses. La partie d'Eric, bien entendu, n'hésitez pas à revenir vers lui sur tout ce que vous avez pu ou vous auriez dû lui poser comme question. Frédéric Lombard, notre directeur financier, là aussi pour répondre à toutes les questions qui le concernent. Comme j'ai dit, j'ai Anis Morel avec nous au téléphone et moi-même, bien sûr, aurons le plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, donc. Merci. Bonjour à tous. Merci de nous laisser aussi un petit peu la parole. C'est super, je pense, important pour nous en tant qu'actionnaires, parce qu'il faut peut-être remettre un peu les choses dans le contexte aussi. Nous sommes peut-être beaucoup ici qui ont vu passer le cours de 14 à 2 euros aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire quand même le plus bas, je pense, jamais enregistré sur Innate Pharma. Alors, j'ai un peu listé le parcours d'Innate. Donc, il y a eu l'achat de Avdoralimab en 2017. Il y avait Lumoxiti en 2018. On a commencé à être dilué en 2019 sur le Nasdaq. Et donc, il y a eu des soucis de l'acutamab avec la production. Récemment, on nous a annoncé qu'il y aura une nouvelle augmentation de capital par ATM sur le Nasdaq à 75 millions pour une biotech qui est cotée quand même à 160, 180 millions. 75 millions, c'est quand même une dilution très sérieuse, je pense. Et donc, j'ai plusieurs questions concrètes, donc à savoir, l'acutamab déjà, est-ce qu'il y a une stratégie très claire commercialement? Est-ce que Innate Pharma compte aller seul en commercial? Est-ce qu'il y a un objectif de chercher un partenariat pour justement se délester de ce problème? Parce qu'avec Lumoxiti, on a bien vu que commercialement, ça n'a pas marché. Et je pense que vous vous êtes rendu compte d'ailleurs en rendant en fait les droits de Lumoxiti à AstraZeneca. Autre chose, Avdoralimab, donc on n'a pas beaucoup parlé, mais je sais qu'il a été acheté à Novo Nordisk. Et donc il y a aussi des droits. Donc si on progresse là-dedans, il y aura des milestones à payer à Novo Nordisk. Je pense qu'il compte à 300 ou 400 millions. Et peut-être une question aussi par rapport à que serait-il passé en fait si AstraZeneca a proposé de renégocier un deal avec 50 millions de milestones et 50 millions de milestones pour le commencement de la P3. Donc j'aurais bien voulu savoir si Innate Pharma avait dit non à la renégociation du deal, que serait-il passé en fait concrètement? Merci. Très bien, merci pour les 3 questions. Je vais les prendre et bien entendu Yanis peut intervenir s'il le veut pour la partie BD. Merci d'avoir appelé les péripéties, ou en tout cas les étapes par lesquelles on est passé. Il y en a d'autres, hein. Je peux les citer, positives ou négatives, mais bon, bienvenue dans le monde de la biotech.
Il y a des événements, parfois ils sont positifs, parfois ils ne le sont pas. Et ce qui est important, c'est d'avoir à la fois l'humilité, de savoir reconnaître quand il y a des erreurs et ajuster, mais en même temps l'agilité et la flexibilité pour s'adapter. Et le fait qu'on ait pu justement refocaliser l'entreprise sur la R&D et sur justement sa capacité à sortir des innovations thérapeutiques et juste à regarder toutes les réalisations qu'on a faites au cours des 2 dernières années. Bien sûr, il y a eu un essai Interlink qui s'est interrompu, mais tout le reste a été positif et conforme à ce qu'on avait dit. Alors, je vais prendre les questions une à une. L'acutamab, commercialiser l'acutamab n'est pas une obsession. Et même s'il y a des différences majeures entre l'acutamab et l'humoxétie, en fait, je devrais dire qu'il y a des différences majeures entre la leucémie à tricholoeucocyte, qui était l'indication de l'humoxétie, et la maladie de Sézary, qui est l'indication de l'acutamab. Et la différence est celle-ci, c'est que la leucémie à tricholoeucocyte est une maladie indolente. Vous pouvez vivre 20-30 ans avec cette leucémie sans que rien ne se passe, et vous pouvez avoir plusieurs lignes thérapeutiques. Il n'y a pas d'urgence. La maladie de Sézary, c'est une forme ultime, leucémique, d'un lymphome qui peut tuer. Et l'urgence médicale est absolue. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez entièrement raison de poser la question. Ce n'est pas une priorité. Au contraire, on est en train de regarder toutes les options, mais le partenariat est certainement une des options qu'on regarde. Pas tant d'ailleurs pour la commercialisation de l'humoxétie, mais pour la suite du développement de l'acutamab. Pour les phases 3 qu'il faudra faire, à la fois dans les lymphomes cutanés, mais aussi dans les lymphomes périphériques. Et le lymphome périphérique, c'est un champ, c'est comme si vous dites le cancer du sein ou le cancer du poumon. Hein. C'est beaucoup de compétition, beaucoup de ressources, et il est clair qu'une entreprise comme Innate Pharma ne peut pas faire ce développement. Donc il est clair qu'avoir des résultats dans les lymphomes périphériques, même s'ils sont préliminaires, c'est un très bon argument pour envisager effectivement un partenariat. Et ce partenariat non seulement nous apportera du cash, mais nous permettra d'aller certainement plus loin et plus vite que si on le faisait nous-mêmes. Donc pas de priorité de commercialisation de l'acutamab. L'option partenariat est sur la table. Et vous avez des sociétés qui sont spécialisées dans les maladies cutanées, en tout cas dans les cancers cutanés ou dans les lymphomes cutanés. Et il y a des sociétés qui sont un peu plus ouvertes, qui regardent bien entendu les lymphomes non-hodgkiniens d'une manière générale, et les lymphomes T les intéressent. Donc voilà, on les connaît, on se connaît, et ensuite c'est les données qui décident. La question sur monalizumab, elle est très importante, peut-être à remettre effectivement dans le contexte. Ce que je vous ai montré dans le poumon, c'est ce qui se fait de manière classique dans les grandes pharma. Vous faites une étude de phase 1, ensuite vous faites des études de phase 2. Donc l'étude de phase 1, c'est pour regarder la tolérance et la dose. Ensuite, vous faites une étude de phase 2 où en fait vous pêchez pour voir sur la base d'un certain nombre d'arguments scientifiques quelles sont les tumeurs ou les indications dans lesquelles ça marche. Ensuite, vous faites des phases 2 randomisées. Là, vous commencez à tester votre molécule avec un bras contrôle ou de référence pour être sûr que l'effet que vous voyez n'est pas dû à un biais d'interprétation, un biais de sélection, un biais tout court. Et une fois que vous avez la phase 2 randomisée, vous passez à la phase 3 randomisée. Voilà, c'est ça les étapes normales, classiques du développement. C'est ce qu'a fait Astra avec le cancer du poumon. Dans le cancer ORL, on est passé quasiment de la phase 1B à la phase 3. Et c'était voulu par les deux sociétés, c'était un moyen d'aller vite dans une indication qui est horrible. Les cancers ORL, d'ailleurs, vous pouvez vous renseigner, c'est probablement l'une des tumeurs qui sont les moins faciles à traiter et pour lesquelles l'immunothérapie n'a pas encore complètement trouvé sa place. D'ailleurs, Roche avec atezolizumab, Merck avec Pembro et Nivo même avec BMS ont fait des essais, ont eu des enregistrements et ont échoué dans la confirmation de leurs essais. Donc il y a clairement un besoin médical. L'accord avec Astra a été de dire on prend le risque de faire une phase 3 en passant ou en sautant une étape, qui est l'étape de l'étude randomisée. Et pour cela, les termes du deal ont été renégociés. Et d'ailleurs, laissez-moi rappeler que
les 100 millions de dollars de milestone, c'était pour le premier patient dans la première étude, hein, l'entrée en phase 3. Parce que, en général, les milestones de phase 3, vous pouvez le voir dans d'autres accords, ça dépasse à peine ou rarement les 25 millions de dollars. Hein. Avoir 100 millions de dollars, c'était pour AstraZeneca un moyen non seulement d'afficher leur soutien à notre partenariat, mais aussi leur conviction, leur croyance dans ce produit. Si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'aurait fait AstraZeneca? Il aurait fait une phase 2-3. Donc il commencerait par une étude randomisée de phase 2, un peu comme l'étude COST, regarder les résultats, et une fois qu'on a suffisamment d'éléments, en tout cas de confiance dans les niveaux d'activité, switcher cette phase 2 à une phase 3. Ça aurait été... La différence, on n'aurait pas reçu les 50 millions. Voilà. Donc, entre ne rien recevoir, faire une phase 2, 3, ou recevoir 50 millions, et prendre un risque et voir s'il y a une étude de futilité qui permet au produit de passer, on a préféré la deuxième solution. Et ça a été fait aussi, il faut le dire, parce que éthiquement c'est important, à moindre coût pour les patients, parce qu'on n'attend pas de recruter 600 patients dans un essai de phase 3 pour conclure. On fait une étude de futilité sur quasiment la première centaine de patients ou les 200 premiers malades, donc pour être sûr qu'il n'y a pas de perte d'opportunité pour les patients. Et donc on réduit les inclusions dans l'essai à son strict minimum, en faisant des probabilités, bien entendu, d'échec ou de succès. Il y avait une troisième question sur Avdo. Ouais. Et aussi peut-être les petits molécules aussi, tout au fond du pipeline, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Donc Avdo, c'est un produit qu'on a effectivement acquis de Novo Nordisk en 2017, au moment où j'arrivais. En 2017, et aujourd'hui encore un peu moins, il y avait un grand enthousiasme pour l'environnement microtumoral. Des dizaines de produits ont été testés par tous les laboratoires pour essayer de faire ce que Eric a décrit, hein, lever l'immunosuppression de l'environnement microtumoral. L'adenosine est un des exemples. Donc on avait déjà, nous, deux anticorps potentiels qui adressaient cette voie, mais c'était la seule voie. Donc on a voulu explorer une deuxième voie qui est, en tout cas sur le papier et ensuite sur des données précliniques, que nous et d'autres ont validé. Il y avait un potentiel dans l'utilisation, en tout cas le blocage de ce récepteur qui est exprimé sur un type de cellules myéloïdes qui envahissent l'environnement tumoral. On a payé un upfront de 42 millions, 2 millions en cash et le reste en actions, ce qui a permis à Novo d'augmenter sa participation. Et Novo, qui est un actionnaire historique, nous a accompagnés de cette façon dans aussi l'augmentation de capital qu'on a fait sur le Nasdaq. Le développement qu'on a fait, c'est pas que le problème, mais la difficulté pour Avdo, c'est que, et d'ailleurs c'est vrai pour Oleclumab et CD39 et CD73, ces produits ne peuvent pas être développés en monothérapie. Ils doivent être développés en combinaison avec un autre produit, et en particulier un anti-PD1 ou un anti-PD-L1. Parce qu'il faut les deux, en fait. Il faut que vous conjuguez l'effet que fait un anti-PD1 sur les cellules lymphocytaires et cancéreuses, mais en même temps, vous lui préparez le terrain en ajoutant un produit qui va rendre l'environnement microtumoral moins hostile. Et donc ça, en soi, est un frein pour un petit laboratoire, parce que nous, on n'a pas d'anti-PD1 ou d'anti-PD-L1, donc on est tributaire, finalement, des autres laboratoires qui ont ce type de produit, qui seraient amenés éventuellement à faire une collaboration avec nous. À l'époque, c'est AstraZeneca qui s'était porté candidat pour nous accompagner. On a fait un co-développement, une collaboration, c'est-à-dire qu'ils ont payé la moitié de l'essai, ils ont apporté leur anti-PD1, on a payé l'autre moitié de l'essai, et on a apporté Avdoralimab. Les résultats qu'on a vus n'étaient pas mauvais, mais encore une fois, on ne pouvait pas refaire ce qu'on a fait avec monalizumab dans l'ORL. On aurait dû passer par l'étape suivante, qui est une étude randomisée de phase 2, qui va
durer, qui va prendre certainement des ressources à d'autres projets beaucoup plus prioritaires. Donc on a décidé de le mettre, si je peux dire, sur l'étagère. Il y avait des tentatives de le tester dans d'autres indications non cancéreuses, mais la principale raison pour laquelle on a acquis avdoranemab est celle-là. Maintenant, sur le reste du pipeline, je vais peut-être laisser Eric vous répondre, mais il faut que je vous dise quelque chose, c'est que il y a une différence entre des candidats médicaments et des cibles potentielles et des mécanismes d'action. Et en fait, dans la chaîne de valeur qui amène le produit de la paillasse au lit du malade, il y a une séquence d'événements. Il y a ce qu'on appelle le target discovery, d'accord, où là, vous n'avez pas de produit, vous avez des cibles potentielles et donc des mécanismes d'action qui peuvent être intéressants. Alors, à partir de ce premier pool, vous sélectionnez des cibles potentielles qui vous intéressent et vous partez en drug discovery. Et donc là, vous essayez d'en faire un candidat médicament. Et donc, ce qu'a dit Eric sur l'expertise qu'on a développée, de construire des anticorps qui puissent être des anticorps thérapeutiques. Et une fois qu'on a sélectionné un candidat médicament, et tout ça peut prendre en général entre 3 et 5 ans, au moment où on sélectionne un candidat médicament, on rentre dans ce qu'on appelle les études IND, Enabling Studies. C'est des essais réglementaires précliniques qu'il faut faire, c'est une checklist d'essais pour pouvoir préparer un dossier et soumettre ça à l'agence du médicament, à la FDA, pour qu'ils donnent l'autorisation de commencer les essais chez l'homme. Cette phase-là, quand vous êtes bon, elle dure 2 ans. Quand vous êtes moins bon ou qu'il y a des problèmes pour fabriquer le médicament, elle peut durer 3 ans, 3 ans et demi. Et ensuite, uniquement, vous commencez la phase 1. Donc voilà, nous, on a sur le portefeuille pipeline, il y a des candidats médicaments, et il y a ensuite des vrais médicaments qui sont en développement clinique. Oui, Monder a dit déjà beaucoup de choses. Donc on ne va pas rentrer dans le détail des molécules que l'on développe ou que l'on étudie, mais sachez qu'à travers notre focus sur les cellules NK, à travers la plateforme enquête, justement, dans les molécules que l'on étudie qui sont encore au stade de la paillasse, il y a toutes les modifications ou toutes les molécules qui peuvent sortir de la plateforme enquête. Comme je vous l'ai dit, la plateforme, c'est une véritable plateforme. On peut modifier la partie de l'anticorps qui va reconnaître l'antigène pour aller sur certaines pathologies tumorales ou sur d'autres. On peut rajouter une cytokine ou pas, comme on a rajouté dans le deuxième format là dont je vous ai parlé brièvement. On peut aussi varier les autres partie de ce trèfle à 4 feuilles, en particulier la partie qui bind CD16, pardon d'être un petit peu granulaire, mais qui nous permet en fait d'avoir aussi un module là qui peut affecter de manière positive évidemment l'efficacité et la tolérabilité de ces candidats médicaments. Donc pour l'instant, on travaille beaucoup sur l'utilisation de cette plateforme enquête dans les produits qui sont très très early stage. On a une question là. Oui, bonsoir. Donc là, on n'est pas loin de l'hôpital Necker où il y a un gros service d'hématologie adulte. Et là, on parle beaucoup là-bas des CAR-T-cells. Par exemple, on a le cas d'un patient qui avait un lymphome diffus à grande cellule en échec thérapeutique. On récupère des lymphocytes T, on les envoie en Allemagne conditionnés, ils reviennent, ils sont injectés aux patients, etc. Avant, c'était plus, enfin, si j'ai bien compris, des anticorps monoclonaux type CD123, ou par exemple, on les bloquait chez certaines hémopathies malignes, genre la tyronine kinase, parce que ça permettait aux cellules cancéreuses de se multiplier. Donc, est-ce que c'est une technique particulière, différente ou pas, ces deux approches? Et d'autre part, par exemple, dans les leucémies, en fait, la première intention, en fait, c'est la greffe, quoi. C'est-à-dire, c'est rentrer en rémission, etc. Donc, enfin, sans être trop technique, mais la LAL de l'enfant, ça marche très bien. Il y a 80% des enfants qui sont en rémission et ils sont pendant 10 ans, 20 ans, sans problème. Chez l'adulte, c'est plus compliqué, à part pour la LAM3, je crois, où il y a l'ATRA qui marche très bien. Et donc, si j'ai bien compris, donc, ça va s'adresser plus aux patients qui sont en rechute
de greffe de moelle, des choses comme ça qui répondent pas au traitement. Et d'autre part, est-ce que c'est plus ciblé aussi pour les patients qui ont genre des leucémies secondaires, c'est-à-dire qui ont été traités par exemple par un cancer du sein ou une autre pathologie, et en fait ils développent une leucémie, mettons à 10 ans, 15 ans après, et en fait cette leucémie, elle est très résistante au traitement. Donc est-ce que là, ça va plus s'adapter à ça? Et en fait, grosso modo, ça va s'adapter à combien de patients qui seront en échec thérapeutique d'une hémopathie maligne? Et j'avais une autre question aussi. En fait, le problème, c'est... Enfin, je ne sais pas si... Vous avez testé, c'est le cancer du sein qu'on appelle triple négatif. Vous savez que c'est, enfin moi j'ai des cas, c'est des femmes qui ont 30 ans, 40 ans. C'est affreux de voir des femmes comme ça qui n'ont aucune évolution, quoi. C'est le décès. Donc est-ce que ça a été déjà testé? Est-ce qu'il y a peut-être des potentialités de traiter ce cancer ou c'est pas possible? Je vais laisser Eric répondre à la partie cancer du sein. Parce qu'on a effectivement un projet intéressant. Et je vais prendre la question sur les matos. Je vois que vous connaissez très bien ce domaine et c'est très bien parce que c'est un domaine très, très compliqué. C'est vrai que d'abord on s'adresse aux leucémies aiguës myéloblastiques et l'objectif de Sanofi est dans un premier temps de faire une escalade de doses. Donc ce n'est pas que des malades qui ont des leucémies aiguës, parce qu'on est dans une phase 1 d'escalade de dose. Donc, il y a d'autres hémopathies qui sont aussi inclus dans cette phase-là. Ensuite, il y aura, une fois qu'on a déterminé le profil de tolérance et la dose, il y aura une deuxième phase qu'on appelle la dose expansion, où il y aura plusieurs cohortes qui testeront. Et ça, je ne suis pas en train de divulguer un secret, mais c'est le parcours normal du développement en hémato et notamment en leucémie, parce que comme vous l'avez dit, il y a plusieurs mutations qui sont déterminantes en leucémie. Certaines, effectivement, sont aujourd'hui traitables par des inhibiteurs de tyrosine kinase. Ouais. Donc l'idée, c'est de certes sélectionner 1, 2, 3, parce que c'est un marqueur de certaines leucémies myéloblastiques, mais pas de s'arrêter là, voir quelles sont les autres mutations possibles et donc les combinaisons qu'on peut imaginer. Ça, c'est la deuxième phase. Par contre, c'est un peu tôt aujourd'hui pour vraiment... Donc, leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant n'est pas incluse dedans. Par contre, est-ce que c'est l'adulte ou est-ce que c'est l'adulte en rechute post-greffe ou est-ce que c'est le sujet? Parce que comme vous savez, moi, je ne suis pas éligible à la greffe. Donc, si j'ai une leucémie aiguë myéloblastique demain, on ne me greffe pas, même s'il y a un donneur. Et pour tous les patients qui sont à plus de 55 ans, parce que selon les pays, la barre peut descendre à 55 ans, 60 grand maximum, on n'est pas éligible à la greffe. Et donc, on a besoin d'alternatives thérapeutiques, justement. Pour certains, les inhibiteurs de tyrosine kinase, donc les petites molécules, apportent une solution, malheureusement limitée dans le temps parfois. Et ce type d'anticorps, s'il est efficace, ça peut effectivement, en tout cas, répondre aux besoins médicaux dans cette population. Mais j'avoue que c'est un peu prématuré pour encore... aller précisément dans des sous-populations de leucémie pour dire que ça sera dans cette catégorie ou dans cette catégorie. Mais aujourd'hui, le principe global du développement chez Sanofi, c'est de faire ça. Mais c'est très délicat pour moi de parler pour eux. Et je crois que, comme vous l'avez vu dans la diapositive, contrairement à Astra, le deal Sanofi, ils sont en charge du développement. On ne participe pas au co-développement et donc on est tributaire de ce qu'ils partagent avec nous. Mais c'est vraiment une question fondamentale et je suis moi-même intéressé par cette maladie pour des tas de raisons. Et donc je suis très sensible effectivement au progrès qu'on peut faire et notamment l'apport que les cellules NK peuvent... On sait que les cellules NK, et Eric peut parler mieux que moi, et ça c'est des papiers historiques qui ont été déjà publiés, que les cellules NK ont un impact pronostique et donc sont très importants dans le traitement des leucémies aiguës myéloïdes, mais c'est un peu prématuré à ce stade-là. Pour le cancer du sein, triple neg, je vais laisser Eric parce qu'on a un projet effectivement... Oui, donc, comme vous l'avez compris, Innate Pharma essaye aussi de s'inspirer ou de travailler avec les meilleurs dans leurs écosystèmes. Donc l'écosystème à partir duquel Innate Pharma s'est développé, c'est celui de Marseille, du centre d'immunologie de Marseille-Muni, de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Mais comme vous savez aussi, parce que vous suivez tous l'activité d'Innate Pharma ou l'actualité d'Innate Pharma, nous avons été la première biotech française à rejoindre un autre écosystème qui est celui qui est en train de se construire autour de Gustave Roussy et qui s'appelle le Paris-Saclay Cancer Cluster,
Il se trouve que dans ce cadre-là, vous parlez de Necker et de nos collègues fameux et admirables et excellents qui sont à Necker. Dans certaines pathologies, il se trouve qu'on a la chance d'explorer en ce moment la possibilité de collaborer avec des collègues de Gustave Roussy dans le cadre de cet écosystème du Paris-Saclay Cancer Cluster, en particulier avec l'équipe du professeur Fabrice André, qui est non seulement le directeur scientifique de Gustave Roussy, mais qui est aussi un Key Opinion Leader, un KOL dans le domaine du cancer du sein. Alors vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut absolument trouver quelque chose pour ces patientes qui sont atteintes de TNBC, donc de cancer du sein triple négatif. C'est ce qui se passe en ce moment avec de nouvelles molécules. Vous avez peut-être entendu parler de la molécule qui s'appelle Enhertu en particulier, qui est un ADC, un anticorps qui est lié à un poison et qui est donc développé par AstraZeneca avec une autre société japonaise. Mais il reste effectivement un unmet medical need. Donc il reste un vrai besoin médical et on est en train d'explorer justement de manière recherche fondamentale, mais aussi développement clinique, la possibilité de développer des thérapies basées sur la manipulation des cellules NK dans le cancer du sein. Donc, bravo pour votre vista. Alors, c'est une très bonne question, donc je vais permettre de la reformuler peut-être pour que tout le monde la comprenne bien. Donc la question est sur les CAR cells. Alors CAR, ça veut dire déjà chimérique antigène récepteur. Donc il s'agit en réalité de planter sur une cellule. Il y a plusieurs types de cellules. Il y a les CAR T-cells qui ont été au début. Il y a les CAR NK. Et Monder a montré cet article du New England Journal of Medicine qui justement a montré que les CAR NK peuvent nettoyer certains lymphomes B. Il y a même des CAR macrophages à l'heure actuelle. Donc il s'agit en réalité de prendre des cellules à partir d'un patient. Ça peut être en autologue, ça peut être en allogénique, c'est-à-dire que le donneur de cellules, ça peut être le patient lui-même ou ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des cellules qui sont dérivées à partir de progéniteurs. Vous avez peut-être entendu parler des iPSC pour les... Bon, enfin, peu importe, ce sont des progéniteurs. Voilà, c'est ça. Ce sont des cellules qu'on peut dédifférencier en cellules souches et redifférencier dans la cellule que l'on veut. Et donc, ces différentes populations cellulaires, qui peuvent être T, qui peuvent être NK, qui peuvent être macrophages, on leur plante dedans un récepteur qui ressemble à un anticorps, qui est basé sur un anticorps, donc qui est de très haute affinité, de très haute spécificité, mais qui est branché avec un système de transduction du signal qui est celui des lymphocytes T. Et vous comprenez bien que c'est génial dans l'idée, et ça a montré effectivement des résultats assez spectaculaires dans certaines pathologies. La plupart sont des hémopathies malignes. Il y a encore très peu de résultats probants sur les tumeurs solides, mais beaucoup y travaillent. Et l'idée, c'est que cette cellule qui est maintenant réarmée avec un anticorps qui reconnaît un antigène de tumeur, eh bien, on va la réinjecter chez les patients et cette cellule donc, est censée pouvoir éliminer les tumeurs. Alors, c'est ce qui se passe effectivement dans certains cas, CAR-T, CAR-NK. C'est totalement complémentaire de ce qu'on fait. Totalement complémentaire de ce qu'on fait. Et pour partager un secret entre nous, on est entre gens de bonne compagnie, de la même manière qu'on est en train d'explorer la possibilité de manipuler les cellules NK dans le cancer du sein, avec les meilleurs au monde, qui sont à Gustave Roussy, on essaye aussi avec d'autres d'explorer la possibilité de coupler nos candidats médicaments NK avec des infusions de cellules NK, qui sont soit des cellules NK qui proviennent du sang périphérique ou qui sont dérivés de progéniteurs et qui sont manipulés génétiquement ou pas. Alors donc, c'est tout un champ qu'on est en train d'explorer à l'heure actuelle avec certains groupes, en particulier avec le groupe pionnier dont a parlé Monder, qui se trouve au MD Anderson, qui, je vous rappelle, le premier hôpital au monde à lutter contre le cancer en termes de ranking. Donc oui, on explore tout ça, bien évidemment. Ça fait partie de notre paysage. Merci. D'autres questions? Bonsoir. Ça fait longtemps, oui. Bonsoir à tous. La variété et la dimension du portefeuille, qui est quand même très large et qui rend Innate Pharma assez remarquable sur le plan boursier par rapport à d'autres confrères, c'était un atout, c'était vraiment quelque chose
qu'on mettait en avant à une époque, et j'ai l'impression que maintenant, ça vous est plutôt un boulet. C'est-à-dire qu'on voit un nombre de molécules qui sont extraordinaires. Éric Vivier est un scientifique fabuleux. Il s'amuse beaucoup, mais avec l'argent des actionnaires. Et je me demande si finalement, il ne faudrait pas réduire un peu tout ça, ou en tout cas, quelle est votre stratégie, parce que vous allez à nouveau faire appel au marché, et on va peut-être souffrir à nouveau au niveau boursier. Alors, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction sur la maturation du portefeuille est peut-être quelque chose que j'ai dit avant que vous n'arriviez, mais le portefeuille a mûri énormément au cours des 5 dernières années. Et quand je dis mûri, c'est à la fois en termes d'avancée dans la chaîne de développement. Aujourd'hui, on a des médicaments qui sont en phase pivotale avant l'enregistrement. Monalizumab est en phase 3, lacutamab, ces deux produits étaient en phase 1 il y a 5 ans. Donc je pense qu'il y a une maturation du portefeuille qui a été essentielle. Ensuite, il y a eu une focalisation. Alors, il y a 5 ans, effectivement, on pouvait dire qu'on était dans tous les sens, parce qu'il y avait du Lumoxiti, il y avait de l'avdoralumab, il y avait des checkpoints, il y avait de l'adénosine, etc. Aujourd'hui, on a une focalisation, et on l'a opéré suite à la décision d'arrêter Lumoxiti. C'est-à-dire, voilà, on va se concentrer sur ces 3 piliers du cercle de l'immunité qu'a montré Eric, c'est-à-dire mettre en contact les cellules NK avec les cellules tumorales. C'est toute la stratégie enquête, en fait, qu'on est en train de développer. Et ce n'est pas aujourd'hui, alors que tout le monde commence à s'exciter sur les cellules NK, qu'il faut dire non, nous, on arrête. Surtout que Sanofi prend le premier, prend le deuxième, et il y a d'autres qui sont intéressés. Donc je pense qu'il est important au contraire, comme on dit en anglais, double down sur les enquêtes, parce qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, il y a beaucoup plus d'intérêt et surtout beaucoup plus de players, beaucoup plus de boîtes qui sont là en train d'essayer de rentrer dans ce domaine. Alors, vous avez raison sur l'argent, mais ce n'est pas ça qui coûte beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment du FTI, parce que c'est du développement en propre, et qu'on fait, nous, dans nos laboratoires. Et on a pris le choix de faire du partenariat d'emblée. D'ailleurs, on n'a pas essayé de faire de la phase 3. Notre stratégie, c'est de faire du partenariat très early, au moment de la sélection de la cible en drug discovery. Parfois, on l'amène en proof of concept. Hein. On fait la phase 1 et éventuellement la phase 2. Mais on n'ira pas plus loin. Parce que ce qui coûte là, beaucoup, c'est le développement late stage. C'est ça qui vraiment peut ruiner l'entreprise, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une phase 3. C'est pour ça que j'ai répondu à la question tout à l'heure de lacutamab, qui était indirectement liée à ça. Il y a certes la question commerciale, mais c'est le coût du développement late stage. Donc il y a un choix délibéré de dire, non seulement on focalise, donc aujourd'hui, c'est très focalisé par rapport à, effectivement, une pléthore d'options qu'on voulait avoir et qui n'étaient pas nécessairement la meilleure chose à faire. Focalisation sur vraiment les cellules NK, comment on les aborde et rester vraiment en oncologie. Et enfin, la dernière chose, c'est l'agilité, en tout cas la flexibilité, pour pouvoir non pas changer de stratégie, mais si un produit en propriétaire intéresse un partenaire, il a un prix, voilà, et tout peut être envisagé. Donc, si vous générez des données et que ces données sont satisfaisantes, la valeur de la transaction sera beaucoup plus importante. Et je crois que c'est important de garder ça en tête. C'est cela qui a permis à Innate Pharma, avec le soutien des actionnaires, bien sûr, mais le BD nous a apporté 600 millions de dollars, beaucoup plus que les levées de fonds sur les marchés. Je suis d'accord avec vous. Et c'est important qu'aujourd'hui, plus que dans le passé, que les gens, non seulement voient des données cliniques, mais commencent à s'intéresser et à croire que nous, on va continuer à être une des sociétés pionnières. On a l'ambition d'amener notre propre médicament sur le marché, mais je l'ai dit, on n'a pas vocation à tout faire. Et on sera ouvert à des partenariats pour pouvoir justement utiliser l'argent là où on peut l'utiliser, là où on peut faire la différence. Une société comme Astra ou une société comme Sanofi n'ont pas besoin de nous pour faire du développement late stage. Ils savent faire ça mieux que nous. Là où ils ont besoin de nous, c'est très, très tôt. Au niveau de la recherche
early et même au niveau du développement, ce qu'on appelle la phase 0, parce qu'on a l'agilité, on a la rapidité, on a aussi un savoir-faire qu'on a développé. Dans une grosse firme, et j'ai travaillé dans les grosses firmes, le temps de décision et donc d'implémentation peut en lui-même être rédhibitoire. Donc nous, on a décidé au contraire de focaliser sur ce qu'on est vraiment capable de faire, le faire bien, ne plus se disperser et l'amener jusqu'à la commercialisation. Je suis confiant, vraiment, avec monalizumab dans le poumon d'un côté et lacutamab dans le lymphome cutané de l'autre, contient là au moins un, peut-être 2 médicaments. C'est l'étape, je dirais, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je crois dans cette entreprise et c'est pour ça que je ne lâcherai pas avant de pouvoir transmettre justement non seulement à mon successeur, mais aux actionnaires, le fruit de cet investissement. Et le cours de bourse aujourd'hui, vous le savez comment, ne reflète pas la valeur de cette entreprise. Okay, il y a des boîtes qui ont beaucoup moins et qui valent beaucoup plus. Il y a certes un marché, un contexte qui est ce qu'il est. Hein. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires sur ça, mais vous le suivez autant que moi. On est frustré, je suis le premier, okay, et un des premiers actionnaires, sinon le premier. À ne pas aimer ce que je vois aujourd'hui, mais je reste focalisé sur l'exécution de notre stratégie parce qu'on est dans la bonne voie, parce qu'on consulte en plus, hein, on ne travaille pas en isolation. Et Eric l'a dit, hein, on est ouvert, on travaille avec des partenaires académiques et industriels, on n'est pas dans une tour d'ivoire comme on peut l'être dans une grande pharma, et on tient le bon bout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le lâcher. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à y croire. Moi, je vois la lumière à la fin de ce tunnel en ce qui concerne le marché. Ça ne peut pas continuer à descendre plus. Et surtout si en même temps, on continue à exécuter la stratégie de manière très focalisée sur certes peu, parce que finalement, quand vous regardez la liste, là où on est en train de mettre le paquet, c'est vraiment très peu d'assets, hein, très peu d'actifs qui ont la possibilité... IPH 53, l'anti-CD73, je ne me disperse pas là. Alors que je sais qu'il a le potentiel de marcher. Mais AstraZeneca est en train de faire l'essai pour nous. Donc Pacific 9, il y a un bras qui combine durvalumab avec un anti-73. Si ce bras marche, j'ai un produit à vendre sans avoir fait d'effort. Je fais la phase 1 parce qu'il faut avoir la phase 1, mais c'est une manière, je pense, intelligente de ne pas essayer de copier ce que fait un grand laboratoire, mais de bénéficier de ce qu'il va générer comme données pour dire, voilà, je dérisque en fait complètement mon investissement. Et j'ai des données cliniques, donc je n'ai pas juste un produit qui est sur le paillage, j'ai vraiment un candidat médicament qui a été testé chez l'homme. Une dernière question, peut-être. J'ai 3 questions. Rapidement, parce qu'on arrive au terme. Donc là et là. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, j'ai lu la tendance de fond est clairement orientée à la baisse, et je voulais savoir une deuxième question juste rapidement, s'il y aura une augmentation de capital, parce que malheureusement il y a beaucoup de sociétés qui font ça, et pour des recherches, etc. Et il y en a d'autres qui en pâtissent malheureusement. Et il y a je dirais que vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez orienté sur le côté professionnel et vous êtes vraiment convaincu. Malheureusement, c'est pas toujours le cas de beaucoup de gens qui sont, on va dire, peu scrupuleux par rapport aux autres et qui se servent en premier, on va dire. Voilà. Ouais. Alors je vais être très très clair. Hein. Aller sur le Nasdaq faisait partie, en tout cas, j'allais dire, du cahier des charges quand je suis arrivé chez Innate Pharma, parce que tout simplement, on voulait, le board et le management, augmenter la base de notre actionnariat institutionnel et avoir beaucoup plus d'Américains que ce qu'on a aujourd'hui. Ça a été la démarche numéro 1 pour pouvoir justement ouvrir ce capital à des institutionnels, mais en nous listant sur le marché américain. On a reçu beaucoup de demandes, notamment en septembre l'année dernière. Le cours a franchi la barre des $10 lorsque les résultats de l'ESMO ont été présentés. Hein. Et il y a eu énormément de demandes, notamment de la part d'institutionnels américains, de pouvoir acheter des actions. Alors, certes, le nombre de ce qu'on appelle les ADR a augmenté. Hein. On est passé de 2 millions à 6 millions en l'espace de quelques jours. Et l'ATM est juste un outil.
qui nous permet, il a été voté par l'AG, donc on a la possibilité, mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas pour n'importe qui. Donc c'est ça, parce que nous, on cherche vraiment pas des gens qui vont faire des allers-retours, mais des gens qui peuvent nous accompagner sur du long terme. Donc, et d'ailleurs, BlackRock fait partie des gens qui sont entrés dans le capital, et on veut des institutionnels qui croient dans la science, dans les développements de biotech à long terme, pour pouvoir justement avoir une assise qui nous permette de continuer à se développer. On est très, très pragmatique. Et comme je vous dis, on a 2 ans de cash. Donc, on n'est pas à la recherche de fonds à n'importe quel prix. Voilà. On a une question au fond à gauche. Oui, bonsoir, merci. Rapidement, je suis très content d'être venu ce soir parce que j'ai entendu une belle histoire. Il y a un certain nombre de paramètres que vous avez cités qui font penser qu'il y a certainement voilà, de l'avenir, une très belle histoire, pas uniquement scientifique, mais également éventuellement boursière. Alors pourquoi, avec toute cette belle histoire, je suppose que vous n'êtes pas les seules personnes à qui... nous ne sommes pas les seules personnes à qui vous parlez dans le monde des actionnaires. Comment se fait-il qu'avec cette très belle histoire, votre cours soit au plus bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a votre directeur financier là? Est-ce qu'il y a une stratégie de communication qui ne marche pas? Est-ce que vous avez une interprétation? Alors, je vais vous donner d'abord la réponse, je dirais, classique de dire, attends, il vaut mieux ne pas rentrer dans les interprétations sur l'évolution du cours de bourse et l'évolution du marché, parce que c'est des facteurs externes qu'on ne contrôle pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on regarde ça très attentivement, et je dirais, on a les yeux rivés sur les ordinateurs, pas tout le temps, mais très fréquemment, pour voir en fait ce qui se passe, pas seulement chez Innate Pharma, mais en dehors de nous, chez les autres. Et je vous donne un exemple en particulier. On regarde l'index, par exemple, du Nasdaq, qui est l'index XBI pour les sociétés cotées de biotechnologie cotées au Nasdaq. Entre fin octobre 2021 et l'été 2022, l'index a perdu 63%. Voilà. Et toutes les sociétés, et d'ailleurs vous regardez entre hier et aujourd'hui, nous on n'a rien annoncé de négatif, et pourtant je vois que le cours s'effrite, et en particulier sur le Nasdaq. Alors c'est des petits volumes, mais il est clair que ce qui s'est passé fin 2021, conjugué avec la guerre en Ukraine au printemps dernier, et bien sûr aggravé par l'inflation galopante et les projections de récession, notamment aux États-Unis en fin d'année, font que beaucoup d'investisseurs ont shifté sur des choses beaucoup plus classiques, beaucoup plus sûres que des business risqués comme celui des biotech. Maintenant, bien sûr, il ne me suffit pas juste de regarder mon voisin pour me réconforter, mais c'était important de voir quand même que c'est un trend, et pas seulement sur les boîtes françaises. Moi, je vous parle, j'ai cité tout à l'heure Affimed, je cite Fate Therapeutics, c'est des grosses boîtes qui avaient le vent en poupe, qui avaient des capitalisations boursières supérieures au milliard, et qui aujourd'hui souffrent, certaines même plus que nous, lorsqu'ils ont présenté des résultats qui n'étaient pas en plus satisfaisants. L'interprétation s'arrête là, parce que après, moi j'agis sur ce que je contrôle. Et ce que je contrôle, c'est le pipeline et les données que je peux sortir. Ensuite, je sais que les données parlent d'elles-mêmes lorsqu'elles sont importantes et positives. Elles influent à un moment ou à un autre sur l'appétit et donc sur les acheteurs, parce que c'est de ça qu'on souffre. C'est un manque d'acheteurs, et les acheteurs aujourd'hui sont ailleurs. Ils reviendront à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer à investir dans ce domaine, parce que c'est un domaine porteur, parce que quand même, ça reste la cause de mortalité numéro 1. Il y a 10 millions de patients qui meurent du cancer tous les ans, et on est loin d'avoir satisfait tous les besoins médicaux, et on est dans vraiment l'angle le plus innovant, parce qu'on n'est pas une boîte de générique ou une boîte de MeToo, on est une boîte qui est à la pointe de ce qui se fait en termes d'innovation thérapeutique, et je pense et je crois fermement à l'importance de garder le cap lorsqu'il y a des turbulences comme ça. Les fondamentaux sont bons et solides. C'est ça qui est important.
Et c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention pour dire ce qu'il y avait en 2017 et ce qu'on a aujourd'hui me rassure sur le fait que non seulement on va pouvoir tenir dans cette turbulence ou dans cette tempête, mais qu'on a les moyens de rebondir, d'être plus fort. Et j'espère avoir un cours de bourse qui est digne de ce portefeuille et digne de ce que Innate Pharma et ses actionnaires et ses employés, qui sont aussi des actionnaires, méritent d'avoir que le cours actuel. Une dernière question avant de passer... Moi, je vais juste vous donner mon avis, en fait. Je vous avais écouté en 2019 à Actionnariat, là. En fait, vous étiez quasiment pionnier. Il n'y avait personne sur votre domaine. Là, on voit qu'il y a plus de concurrence. Et pour moi, en fait, les biotech en Europe, en France, ça ne marche pas. Vous avez le cas du diabète, de la NASH, tout est au tapis. Vous prenez les biotech américaines à Boston, c'est des milliards. C'est des rachats qui se font sur des montants colossaux. Vous avez des fonds... dédiés aux biotech, à Wellington, etc., qui peuvent mettre des millions dans des augmentations de capital, choses comme ça. Je pense que les biotech en France, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. En fait, c'est sur le marché américain et en fait, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Je ne sais pas si c'est le fait de la puissance américaine dans les biotech, choses comme ça, mais là, en fait, il n'y aura rien, quoi. C'est aux États-Unis que ça se passera, quoi. Merci pour ce commentaire. Je vais peut-être conclure justement sur ce constat, parce que le constat est vrai. Je ne vais pas commenter, mais je voudrais encore une fois d'abord vous remercier d'avoir répondu présent à cette invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler ce type d'échange. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu l'opportunité de vous rencontrer face à face et de pouvoir vous parler science, là, vraiment, avec Eric et le reste de l'équipe. Je suis vraiment reconnaissant et je vous remercie du soutien. Je sais que beaucoup ont été pas contents, frustrés, déçus, notamment par le cours de bourse. Je suis actionnaire comme vous, je sais que le cours de bourse est un indicateur important, mais ce n'est pas le seul indicateur. Ce n'est pas le seul indicateur pour mesurer la valeur d'une entreprise. Il y a d'autres choses. Il y a les hommes et les femmes de cette entreprise que j'ai l'honneur de diriger depuis plus de 5 ans, qui se lèvent tous les matins, qui sont passionnés, qui sont dédiés à leur entreprise, qui savent, dans les temps durs aussi, se concentrer et être solidaires. Et ce que je demande, c'est justement de la solidarité aussi aux actionnaires dans cette phase qui est difficile, qui n'est pas simple. J'aurais aimé être dans cette position pour vous parler d'autre chose et de vous montrer un cours de bourse à plus de 10 €. Ce n'est pas le cas, mais je reste confiant que après la présentation d'aujourd'hui, on aura l'occasion d'échanger plus haut sur les mêmes questions, qu'on vous a un peu convaincu. Et surtout, n'hésitez pas, si on n'a pas été bon pour vous convaincre, à vous nous envoyer vos questions et surtout à prendre contact avec l'équipe Relations Investisseurs pour avoir des échanges et répondre justement aux questions que vous n'avez pas pu poser ce soir. Sur ce, je vous remercie et je vous invite donc à nous suivre à l'étage pour pouvoir prendre un apéro. Voilà, effectivement, un petit mot aussi. Merci, bien sûr. C'est juste monter l'escalier pour rejoindre un petit cocktail qu'on vous a préparé. Et je voulais aussi, au nom d'EasyBourse, vous remercier pour votre participation, votre venue, et remercier aussi beaucoup les dirigeants d'Innate Pharma. Vous avez été très pointus, très précis et extrêmement pédagogiques aussi. Il y a eu la belle histoire qu'on nous a expliquée. On a appris plein de choses, que aussi bien je pense que les néophytes que les experts ont appris plein de choses. Donc merci encore à vous. Merci.